premièrement, je veux vous remercier du fond du cœur, du support, des réactions positives. Donc, merci, vraiment. J'ai pas de mots pour vous remercier. Par contre, j'ai un prix à faire tirer. Les gars de Mirage Trading, qui est un magasin de cartes incroyable. Ils ont une expérience inouïe dans tout ce qui est cartes de sport. Ils sont d'une gentillesse. Ils s'y connaissent. Et ils nous permettent de faire tirer cette boîte de cartes Upper Deck. C'est la Series 1 Young Guns. Donc, c'est toutes les recrues 2024-2025. Donc, vous pouvez tirer Lane Hudson, vous pouvez tirer Cutter Gauthier, Maverick Bourque, Logan Mailloux, Joshua Roy. Évidemment, c'est la carte Lane Hudson que vous voulez, là. Si vous êtes assez chanceux de l'avoir, on parle d'une carte qui vaut à peu près 5 000 $. Le prix de la boîte est de 200 $. Donc, on va la faire tirer. C'est simple. Comment participer? Vous devez juste vous abonner à la page YouTube et aimer la vidéo du Snake Boisvert. Merci beaucoup. Bon visionnement. L'entrevue de Snake Boisvert qui suit juste après. Bon, ben aujourd'hui, j'ai un invité qui est un peu le talk of the town en ce moment. Je dirais plus le talk of Québec même. On le voit de plus en plus. L'expert des espoirs au Québec, Simon le Snake Boisvert. Salut. Salut David. Merci beaucoup de me donner le temps, surtout que tu dois être un homme occupé en ce moment. Oui, j'ai toujours une vie pas mal occupée, mais peut-être qu'en ce moment, ça l'est un petit peu plus, là. Parce que là, on va se le dire, tu es rendu une célébrité au Québec. Est-ce que, je veux juste savoir, premièrement, tu te fais-tu reconnaître? Oui, je me fais reconnaître Ouais. à toutes sortes d'endroits. Mais célébrité, c'est un grand mot. Puis le Québec, c'est pas très gros non plus. Alors, on est loin là, de la vraie grosse célébrité dans le monde niché. Mais dans le monde niché, peut-être du hockey, des repêchages et tout, c'est vrai qu'on a beaucoup d'auditeurs, puis il y a beaucoup de monde qui s'intéresse là, à ce qu'on fait. Tu sais, si je fais une comparaison, tu sais, quand tu as un espoir qui est très, très bas dans les listes, puis là, que un late riser, ouais. Je veux pas nommer Kotkaniemi pour pas donner des sueurs froides à nos fans, là. Mais même David Ranbacker, tu sais, des late risers, mais toi, c'est un peu... T'es sorti de l'ombre de nulle part, puis on te voit de plus en plus. Puis c'est... Comment tu vis avec ça, de te faire reconnaître? Bien, ça a été quand même graduel. C'est sûr que, oui, je comprends ce que tu dis par late riser, parce que dans la dernière année, ça a beaucoup augmenté. C'est incroyable. Mais j'ai quand même commencé, moi, une quinzaine d'années à me faire connaître. Il y avait un article dans la presse sur moi en 2011. Je me souviens. Puis j'ai BPM Sport, j'y vais quand même de façon sporadique depuis que ça existe, depuis 2015-2016. Puis j'ai fait de la radio à TSN Edmonton aussi pendant 5 ans. Donc, c'est pas nouveau, mais je t'avoue que le fait que ça a été, si on peut dire, graduel, puis le fait que j'ai 59 ans, ben c'est beaucoup plus facile à gérer. Ouais. Tu sais, avoir eu, moi, je sais pas, moi, 21 ans, puis ça m'arrive en un mois, je sais pas, moi, comment j'aurais réagi. Mais à 59 ans, tu sais, tu prends ça pour ce que c'est, puis on a du plaisir, c'est du hockey, on sauve pas des vies, mais je pense qu'on offre du divertissement aux gens, comme avec le podcast Processus, 1 heure par semaine, les gens nous écoutent dans leur auto, puis, tu sais, de toute façon, on essaie tous d'avoir du plaisir avec ça. Il y a beaucoup de monde qui prennent ça très au sérieux, le hockey. Ah, c'est clair. Puis c'est correct, mais en même temps, à un moment donné, tu sais, ça vient à des attaques personnelles si on n'abonde pas dans le sens des fans. Puis je pense que ce serait le même cas n'importe où, parce que lorsque j'étais sur Twitter, à un moment donné, il y a peut-être 7-8 ans, j'avais fait un commentaire négatif sur les Blue Jackets de Columbus. Et là, je ne sais pas comment ça s'était retrouvé dans le timeline de quelqu'un, d'un fan, mais là, ça avait été retweeté parmi les fans des Blue Jackets là-bas à Columbus, et là, j'avais reçu une pluie d'insultes. Ah, alors que moi, dans le fond, les Blue Jackets, ça me passe 1000 pieds par-dessus la tête. Tu sais, moi, je fais des commentaires sur les 32 équipes, puis des bons, des moins bons, mais là, les fans, quand les commentaires sont moins bons, ça réagit. Ouais, je me souviens d'ailleurs, la fois où tu as dit que Caden Primo, c'était pas un gardien de la LNH,
la pluie d'insultes, non, mais ça allait loin. Là. Ouais. Puis finalement, Caden Primo, on connaît la suite, là. C'est pas un gardien de la LNH. Ben, on pense pas. Non. Disons que les gardiens, tu sais jamais. Il y en a qui peuvent sortir à 28, 29 ans. Tu sais, on regarde Charlie Lindgren qu'on pensait fini à Montréal. Mais je pense que Caden Primo, non, c'est pas un gardien de la LNH. Mais moi, j'avais dit ça au podcast de Tony Marinaro. Puis Tony n'était pas d'accord avec moi, puis c'est correct. Mais c'est que j'avais reçu une pluie d'insultes après ça quand ça avait été publié dans des sites web comme le tien. Ouais, puis, c'était fou. Ouais. Mais nous, d'ailleurs, on était d'accord avec toi, là, parce que Caden Primo, c'était un peu notre... on était très dur avec lui. Ouais. Mais je me demandais comment tu gères ça. Tu sais, moi, en fait, je suis habitué à ça, là, dans le sens hockey 30. On est un peu le mouton noir, puis on est un peu souvent le mal-aimé. Là, un peu les gens, on va à contre-courant, puis les gens sont très intenses. J'ai réussi à mettre une carapace là-dedans. Toi, est-ce que tu as une carapace par rapport à ça? Oui, j'ai toujours eu une bonne carapace là-dessus parce que, un, c'est mon tempérament, puis deux, j'ai été habitué dans d'autres choses dans ma jeunesse. Mais je te dirais, en 2009, quand j'ai commencé sur le blog de Mathias, il y avait bien des gens qui étaient d'accord avec moi, mais il y avait bien des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi. Et puis, j'avais constaté que j'étais polarisant. Je laissais personne indifférent. C'est ta marque de commerce un peu. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui aiment ce que je dis, mais il y a des gens qui aiment m'haïr, il y a des gens qui m'haïssent, il y a des gens qui aiment m'aimer. Tu sais, je veux dire, il y a toutes sortes il y a toutes sortes. Tout le monde qui lit ça, une genre de relation avec moi. Amoureuse, là, ou peu importe. Mais, comment te dire ça? Comment je le gérais? Bien, un, je me disais, ils ne me connaissent pas personnellement. Deux, je fais des commentaires sur le hockey, puis ils sont émotifs par rapport aux joueurs qu'ils aiment et aux équipes qu'ils aiment. Alors ça, je peux comprendre ça. Puis, tu sais, quelqu'un me disait, mettons, tu vis dans le sous-sol de ta mère, puis tu fais des cas. Ben oui, mais je vis pas dans le sous-sol de ma mère, puis le gars, il sait pas que je vis pas de ça. Je te rassure tout de suite, le sous-sol, c'est le classique. Oui, puis même si j'avais vécu dans le sous-sol de ma mère, qu'est-ce que ça fait? Exact. Le fameux sous-sol. Oui, devant un clavier, puis bon. Alors, tout ça pour dire que moi, ça m'a pas dérangé dans le sens que je m'y attendais parce qu'il y aurait eu une façon très facile pour moi de commenter. S'arrêter d'aller avec le vent. Tout ce qu'on dit, je le répète. Ah ouais. Mais là, est-ce que je serais assis devant toi ce matin? Puis je le faisais pas non plus. Il y en a beaucoup qui pensent que je fais ça pour avoir de l'attention. Je classe Tim Tutsla avant Alexis Lafrenière en 2020. Il y en a qui se disent, il veut avoir de l'attention. Wow. Non, je le trouvais juste meilleur. Quinn Hughes. Parce que tu étais un des seuls au Québec, parce que tout le monde mangeait la soupe de Trevor Timmins, comme quoi Quinn Hughes, il était pas assez bon défensivement, puis tout ça. Puis je me souviens très bien que toi, Quinn Hughes, number one, là, depuis le début, que tu le voulais pour le Canadien. Ben oui. Moi, ça a arrêté mon choix à Kotkaniemi. Mais à ce moment-là, tu sais, je sais pas de me rendre intéressant. La preuve, c'est que des fois, j'embarque dans le mot. Tu sais, Connor McDavid, j'ai toujours trouvé que c'était. Tu sais, j'ai jamais trouvé de personne qui pouvait égaler Connor McDavid. Tu sais, j'étais pas fou non plus, là. Macklin Celebrini, Connor Bedard, tu sais, je veux dire, j'ai pas essayé de les trouver les meilleurs. Je me souviens de Grant McCagg qui mettait Dylan Strome avant McDavid. Ouais, ça avait été, je pense, pas à la fin de l'année, mais au temps des fêtes, oui. Ben oui, écoute, ça arrive. Moi aussi, j'en ai fait. En 2014, j'avais Michael Dalcole premier. Michael Dalcole a été choisi 5e, il n'y a pas eu de carrière. Non, c'est ça. Ça va arriver. Ouais. Ça va arriver. Des fois, tu as des flashs, puis... fait que moi, je dis ce que je pense, je mets les joueurs où je veux bien. Puis après ça, ben dès que je déroge un peu, puis même sur ton site, il y a quelques années, un de tes collaborateurs l'avait fait, c'est une liste ridicule que le Snake a fait. Ben moi, j'ai une réponse à ça. N'importe quel repêchage, si tu les refais 15 ans plus tard, puis tu regardes la liste, puis là, tout le monde est pas mal d'accord sur la liste 15 ans plus tard. Si quelqu'un avait sorti cette liste-là le jour du repêchage, qu'est-ce qu'on aurait dit? Ridicule. N'importe quel repêchage, c'est immanquable. Bon, il va y avoir des choses qui ne changeront pas. Connor McDavid, premier en 2015, ça ne changera pas. Mais il y a quand même des joueurs. Sébastien Aho, qui avait été choisi 34e, là, il serait probablement top 5. Mais si quelqu'un l'avait mis top 5 en 2015, on aurait dit, ben voyons donc, où est-ce qu'il s'en va, lui? Oui, c'est clair. Lane Hutson, 62.
Il y en a qui le choisiraient premier. Je te prends la balle au bord, là, Lane Hudson. Ouais. Parce que ça a été... Puis là, c'est drôle parce qu'on se retrouve là, on tourne le lendemain de la défaite de 7-3 du Canadien. Il n'a pas eu un très bon match. Là. Il a eu le pire match de sa carrière. Oui. Puis ça a suivi la semaine où... Je ne sais pas si je peux appeler ça un mea culpa que tu as fait, parce que tu disais que c'était un gadget player, qui n'est pas un défaut, dans le sens qu'il est un défenseur offensif qui a des grosses lacunes défensives. Ouais. Est-ce que ce mea culpa qu'il a fait, c'était partout là, sur la toile? C'est là où Simon Snake Boisvert, je te trouve humble quand tu dis « Ouais, mais c'est niché ça au Québec. » Tu es rendu un phénomène social au Québec. C'était absolument partout. Ouais. Le mea culpa de Snake Boisvert. Alors qu'à l'alpha, mon opinion n'a pas grande importance. Exact. Parce que Lane Hudson, il va être ce qu'il va être. Exact. Peu importe ce que j'en pense, Lane Hudson, il va faire 30 points par année puis ça ne changera rien. Oui. Mais je comprends que j'avais été beaucoup sur... pas sur son dos, mais j'avais beaucoup essayé de modérer les ardeurs des fans depuis à peu près un an et demi. Mais là, suivant un match comme ça, puis tu sais, le podcast, il va être diffusé dans une semaine, dans 10 jours. Fait que Lane Hudson, il a le temps d'avoir des performances incroyables ou d'avoir d'autres performances plus difficiles. Mais après ce match-là, où il est -5, où on l'a vu à RDS, j'avais l'impression qu'il allait pleurer tellement il était affecté. Il est très dur envers lui-même. Ce mea culpa-là, est-ce que vient du fait que les réactions étaient virulentes et tout ça, ou non, ça venait de toi? Ben, moi, je te dis, honnêtement, avant de juger un joueur comme ça, j'aurais aimé ça me donner 2-3 ans. Puis ça, c'est pour n'importe qui. T'as pas ce luxe-là. Un joueur que j'aime, un joueur que j'aime moins, 2-3 ans. Mais là, ici, on juge les joueurs match par match. Écoute, je fais une parenthèse ici. Mathias Norlinder, j'avais toujours dit qu'il ne jouerait pas NHL. True. En 2020, quand on le comparait à 2024. Niklas Lidstrom? Oui, ça, c'est un journaliste en Suède. Mais, mais les attentes étaient quand même assez élevées ici à Montréal. En septembre 2023, il y a comme une dernière chance au Grand Entraînement du Canadien. Et il avait quand même bien fait. Et là, tu lisais ça. Ah, le Snake s'est trompé finalement. OK, c'est un match de camp d'entraînement. On peut-tu attendre un peu? Bon, alors là, Lane Hudson, c'est sûr que il avait bien joué contre Détroit l'an dernier. Il y avait quand même des attentes assez élevées, pas aussi élevées que ce qu'il est devenu, surtout pas statistiquement parlant. Et là, moi, je me suis dit, je vais me donner à peu près une demi-saison. Puis j'ai dit, si après une demi-saison, le gars cartonne, puis je vais voir un peu comment ça se déroule, puis je verrai si je dois rectifier le tir. Bon, à la base, moi, mon opinion d'Hudson, et je l'avais vu en personne l'année passée à Boston University, mon opinion d'Hudson, moi, je vois un peu les pourcentages. OK. Combien de défenseurs de ce physique-là ont eu des grandes carrières dans la LNH? Il n'y en a pas. Il y a peut-être Jared Spurgeon à Minnesota, qui est un très bon joueur, gagne beaucoup d'argent dans sa vie. Mais c'est pas une vedette, là. Il a plafonné, oui. Il a plafonné. C'est pas une vedette, quand même. Alors là, moi, j'y allais avec les pourcentages, puis on me disait, oui, mais regarde comment il est habile. Oui, je sais, il est habile. Mais défensivement, comment il va se débrouiller? Ce que Trevor Timmins disait de Quinn Hughes, finalement. Ouais. Où j'ai peut-être dérogé habituellement de ma façon de m'exprimer sur un joueur, c'est qu'habituellement, moi, je passe par-dessus les lacunes défensives d'un joueur qui est extrêmement talentueux offensivement. Alors, je m'en suis voulu un peu de m'être dit, bien, Hudson, il est très bon offensivement, il n'est pas bon défensivement. Il n'est pas très bon défensivement, en tout cas. Il n'est pas assez costaud pour subir. Moi, je me disais, est-ce que le gars peut subir 82 match après match, 25 minutes par match, contre les gros trios adverses? Moi, je me disais, il va en arracher, par bout. Puis, ce qu'il fallait pondérer, c'était son apport offensif avec ses lacunes qui sont pas causées par un manque de talent, mais par un manque de physique, puis ça, il ne peut rien y faire. Lane Hudson va toujours mesurer ce qu'il mesure, puis il ne deviendra pas beaucoup plus fort physiquement, peut-être un peu en vieillissant, mais il ne demeure pas un... Tu sais, il n'y aura pas le physique de David Randbacker. C'est pour ça qu'il y a un tir, disons, très faible. Oui, Quinn Hughes aussi. Ouais. Alors ça ne me dérange pas trop. Mais parce que Quinn Hughes aussi avait un tir faible, mais le gars, il a une belle vision, puis il fait des passes et tout. Ça ne me dérange pas.
Alors, à un moment donné, je me suis dit, ben, peut-être que, écoute, s'il fait 20 beaux jeux par match, puis 10 mauvais jeux, ben, c'est plus 10. C'est comme ça que je voyais tout le temps ça, moi, les joueurs offensifs. Je pensais toujours... J'haïssais les coachs qui benchaient des joueurs offensifs parce qu'ils faisaient une erreur de temps en temps. Et là, avec Lane Hudson, on dirait... J'ai pas suivi mon instinct habituel. Alors, est-ce qu'il va y avoir des matchs comme il est arrivé samedi soir contre Toronto? Oui. Ouais. Puis ça, je pense que tout le monde doit s'y attendre. Puis, tu sais, il faut attendre avant de le canoniser comme... Tu sais, j'entendais des choses cette semaine. Je suis pas sûr si je prendrais Celebrini avant lui. Non. Tu sais, à un moment donné, là... Non, c'est ça. Puis là, il y en a qui me demandaient, ben là, voici les 15 meilleurs joueurs de 20 ans et moins ou 22 ans et moins. Combien tu prendrais avant lui? Puis là, j'en prendrais quand même au moins une quinzaine, Ben là, oui, tu sais. ben oui, ben oui. Puis là, on me disait, ben voyons donc, il devrait être top 5. Puis moi, j'ai l'impression que l'idée, c'est que, puis je ne blâme pas les fans, mais, tu sais, les fans, ils regardent une équipe. Puis c'est correct. Puis des fois, même, je te dirais que je suis même pas sûr qu'il y aurait besoin de la télévision au complet. Tu sais, comme ils vont regarder un match Montréal-Toronto, ils ne focuseront pas sur Matthews, Marner, les Lander, ils vont regarder le Canadien. C'est correct. Tout le monde consomme ça à sa façon. Mais ce que ça fait, puis c'est ça c'est la seule chose, tu m'as demandé tout à l'heure si les insultes me frustraient un peu. Les insultes comme telles ne me frustrent pas, mais ça dépend de qui ça vient. Alors, si on me dit, mettons, si on me parle d'un joueur, mettons, du Canadien que j'aime peut-être un peu moins, puis qu'on me dit non, c'est le meilleur à sa position et tout, mais là, j'ai le goût de dire, avant de m'insulter, as-tu regardé les autres équipes? Tu sais, là, tout le monde donne le Calder à Hudson ici. OK, on va être franc, là. C'est quoi le pourcentage de fans qui ont regardé des matchs de San Jose cette année? Les matchs sont à 10h30 le soir. 0,5 Ils n'ont pas joué contre le Canadien encore. C'est ça. Puis, comme je t'ai dit, c'est correct. Ouais. C'est pas condescendant, ce que je te dis. C'est juste que ça fait en sorte que l'idée de donner le Calder à Hudson est beaucoup plus une décision partisane et émotive qu'une décision éclairée. Puis moi, ben, j'arrive, puis comme j'ai expliqué cette semaine, une fois, je parlais avec Mathias, pas en show, mais hors ronde, et puis je lui disais, j'ai dit, dans un monde idéal, j'aimerais analyser les 32 équipes de façon égale. Fait que j'ai dit, si on passe, mettons, un podcast d'1 heure, je ferais 2 minutes par équipe. Mais on est à Montréal. Alors, c'est normal de parler du Canadien. Quand je faisais de la radio à TSN Edmonton, on parlait des Oilers d'Edmonton. Sur 20 minutes, on en parlait 18 minutes. C'est clair. Pour toi, j'ai pas un show national. Non, c'est ça. Alors, j'essaie dans le podcast d'y aller avec les espoirs. Et puis, moi, surtout, c'est les espoirs dont j'aime parler. Plus que les équipes, plus que le hockey de la Ligue nationale. Ouais, mais encore là, c'est que si tu fais juste un podcast d'espoir, tu deviens extrêmement niché. Puis à un moment donné, ben, c'est un choix que tu dois faire. Puis Mathias, il me disait, tu sais, on va essayer d'équilibrer un peu tout, comme lui fait dans ses chroniques. Il y a une chronique canadienne, il y a une chronique sur notre équipe, une chronique canadienne. Fait qu'il dit, on pourrait équilibrer ça. Puis tu vas pouvoir parler des espoirs comme tu veux, parler des autres équipes, mais il faut quand même donner une place importante aux Canadiens de Montréal parce que ce sont la majorité de nos auditeurs. C'est clair. Ouais. Parlons de Mathias Brunet. Oui. Parce que quand on passe à Snake Boisvert, on passe à Mathias Brunet. Oui. Quand on passe à Mathias Brunet, on passe à Snake Boisvert. Oui. C'est un ami, c'est un collègue de travail. C'est quoi ta relation avec Mathias? Bien, Mathias, je l'ai connu en 2010, alors que j'étais sur son blog. Ce qui est arrivé, c'est qu'il était curieux de savoir qui j'étais parce que c'était anonyme, les blogs. Exact. Et à un moment donné, il y a un de mes amis qui l'a contacté et qui lui a dit, moi, je suis allé au secondaire avec lui, voici son nom, etc. Et là, Mathias, tu sais, ça répète une joke. Alors, il n'a pas trop réagi. Fait que mon ami m'a dit, je lui ai écrit. Écris-lui pour confirmer ce que j'ai dit. Alors, je lui ai écrit. Puis là, il a validé mon identité. C'est normal, hein? Je veux dire, je répète n'importe qui. Ça aurait pu ne pas être moi. Puis on s'est rencontrés. Puis ça a tout de suite bien cliqué parce que Mathias aimait les sujets que j'aime. Il aimait parler de reconstruction, il aimait parler d'espoir. Il était un des seuls, sinon le seul. C'est vrai. Alors qu'habituellement, les gens aiment commenter le match de la veille, parler du match du lendemain. Et lui, Mathias se disait, bon, ben là, tel espoir, c'est quoi l'horizon du Canadien d'ici 5 ans, puis telle équipe, qui va gagner la Coupe dans quelques années, qui est un bon directeur gérant. Et c'est comme ça qu'on a cliqué professionnellement. Et puis, on se texte ou parle quasiment tous les jours pendant la saison de hockey.
Et puis, moi, je le taquine beaucoup parce que, tu sais, Mathias, il aime beaucoup le Canadien. Alors que moi, c'est pas une question. Moi, je suis plus neutre. Tu sais, moi, je regarde ça. Je suis tellement cartésien. Tellement cartésien. C'est ta force, d'ailleurs. Tu sais, comme lui, il va enregistrer un match, puis mettons qu'il le regarde à 1 heure de décalage, bien là, il veut pas qu'on le texte pendant le match pour savoir le résultat. Moi, on me dit, non, je peux regarder un match le lendemain matin alors que je sais qu'ils ont perdu ou ils ont gagné. Puis, ben, ça me dérange pas. Tu sais, j'ai pas. Peut-être que je perds quelque chose en étant comme ça. Ben, ça fait ta force, d'ailleurs. Parce que oui, mais je perds peut-être quelque chose du côté fun. Ouais. Tu sais, les gens souvent me disent, t'as pas de fun à regarder le hockey? Oui, mais à ma façon. Ouais. T'aurais-tu aimé ça? Parce que je sais que tu as été... Ben, en fait, en ce moment, tu travailles pour une équipe du junior majeur? Oui. Ouais. Tu peux dire laquelle? Non. Non? OK. Non. Pourquoi parce que c'est mieux comme ça, parce que je continue à faire OK. On garde ça low-key, parce que je continue à faire le podcast. OK. Parce qu'à la base, c'est pour ça que je suis parti il y a 10 ans. OK. Il y a toutes sortes de rumeurs que j'étais un ci puis un ça, puis que j'avais été congédié par un tel puis un tel. Non, c'est moi qui a décidé parce que je me suis dit, ou je vais à la radio, ou je fais du hockey junior. Puis comme mon pouvoir décisionnel au hockey junior n'était pas assez élevé, ben j'ai déjà mieux donné mon opinion en radio, mais je continue à collaborer quand même. Puis t'aurais aimé ça travailler au niveau professionnel? Bien, on peut-tu remonter loin en arrière? Oui, absolument. Bon. Absolument. Moi, j'ai commencé à aller au hockey junior en 74, j'avais 8 ans. Wow. Je suis né en 66, j'ai 59 ans. Et puis, juste pour vous dire, là, j'ai vu Mario Tremblay jouer junior. Fait que c'est quand même quelque chose. Il jouait à Montréal. Ouais. Et là, moi, ce qui m'amusait quand j'avais 8, 9, 10, 11 ans, c'était, tu sais, mon père m'avait expliqué, ça, c'est les joueurs qui vont jouer dans la Ligue nationale un jour, les meilleurs. Et là, je me disais, lui, je l'aime, lui, je l'aime moins, lui, je l'aime. Puis là, je regardais qu'est-ce qui arrivait. Des fois, j'avais raison, des fois, je me trompais. Puis là, j'essayais de voir les patterns. Puis plus je vieillissais à l'adolescence, plus je me disais, moi, j'aimerais ça être recruteur-chef d'une équipe de hockey. Et en 83, j'ai 17 ans, et ceux qui veulent googler ça, les Blues de Saint-Louis ne se sont pas présentés à la table de repêchage au Forum. Le repêchage, dans ce temps-là, c'était la dernière année en 83 où il n'était pas télévisé. À partir de 84, ils ont commencé à faire un show de télé avec ça. Mais dans ce temps-là, ça avait lieu le mercredi matin et toujours au Forum de Montréal. Alors moi, j'avais manqué l'école ce matin-là, surtout que mon école n'était pas loin du Forum. J'avais manqué l'école avec une couple d'amis, on est allé voir ça. C'était le repêchage de Steve Yzerman, Pat Lafontaine, Cam Neely. Il y avait eu des gros joueurs choisis là. Et les Blues de Saint-Louis, il y avait un problème avec les propriétaires. L'équipe était à vendre. On menaçait de la déménager à Saskatoon. Alors, les Blues ont boycotté le repêchage. La table est vide. Et là, moi, j'ai ma revue Hockey News dans les mains. T'as 18 ans, là. J'ai 17 ans. J'ai ma revue Hockey News dans les mains. Puis je connaissais les joueurs de la Ligue majeure du Québec, parce que j'y allais. Mais les joueurs des autres ligues, je pouvais juste y aller avec des statistiques, tu sais. Fait que, un moment donné, je dis à mes chums, j'ai dit, vas-tu voir un gardien de sécurité? Puis essayer d'aller, qu'il aille parler au président qui était John Ziegler dans le temps, aller parler à John Ziegler, puis il dit, écoute, tant qu'à, puisque personne ne fasse les choix, je vais les faire. No way. Ouais. Wow. J'ai pas eu le guts. Je ne sais pas ce que ça aurait donné. Ça n'en promet mené à rien. Mais j'avais pensé à ça. Puis après ça, vers l'âge de 21 ans, là, j'ai commencé à envoyer des lettres à toutes les équipes de la Ligue junior majeure du Québec et toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey. Toutes. Et j'avais même écrit aux expos. Parce que tu es un grand fan de balle aussi. Oui. Non? Oui, puis j'aurais voulu travailler dans le baseball aussi. Alors, en 87, j'envoie des lettres à tout le monde. Il y avait Capitals de Washington, Jack Button, directeur gérant, père de Craig, qui travaille à TSN, qui m'avait répondu. Le fameux DG qui a mis Martin Saint-Louis au balotage. Oui, je me Craig. trompe pas. Craig, pas Okay. Jack, mais Craig. Okay. Ouais. Et puis, Jack m'avait répondu. Une lettre polie, là, tu sais, qu'on n'a pas de place pour toi, blablabla. Personne d'autre m'a répondu, même dans le junior. Personne. Wow. Là, on parle à l'époque peut-être tout partout 25 équipes, là, junior et Ligue nationale, 25-26 équipes. David Dombrowski, encore président des Phillies de Philadelphie, qui était directeur gérant des Expos, jeune directeur gérant des Expos à 32 ans, qui avait suivi à l'époque un pattern, un cheminement de carrière qui était quand même assez particulier. C'était pas un gars qui avait joué.
C'est un gars qui avait une maîtrise en administration, quelque chose comme ça. Et il avait eu des contacts, il était à la bonne place au bon moment et il était devenu directeur gérant très jeune. Lui, il m'avait répondu, j'ai encore la lettre chez nous. Et il m'avait dit, si tu veux commencer dans le sport, que ce soit le baseball ou le hockey, il dit, demande pas à devenir recruteur. C'est sûr qu'on va te dire non. Pourquoi? Bien, on disait, commence au bas de l'échelle à faire n'importe quoi. Puis il disait, va aux assises du baseball majeur au mois de décembre, va porter ton CV, ne serait-ce que pour être annonceur maison dans le calibre A, dans le fin fond des États-Unis, des petites villes de 20 000 habitants. Puis il dit, après ça, ben là, il dit, tu vas avoir la porte ouverte, parler au coach, au directeur gérant, aux joueurs et tout. Puis il dit, tu peux peut-être monter. Évidemment, il dit, c'est une long shot. Mais il dit, c'est la seule façon que tu vas pouvoir monter. Et c'est ce qui est arrivé à Alex Antopoulos. Oui, au bas de l'échelle. Exactement. Ouais. Et je vais justement revenir sur Alex Antopoulos. J'en ai une à te compter J'aime là-dessus. ça. Alors là, moi, je me dis, OK, c'est fini. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, dans ce temps-là, peut-être que dans les estrades, quand j'allais à Verdun, quand j'allais à Laval, j'aurais dû aller parler aux recruteurs. J'aurais dû aller au dépisteur-chef du Canadien. Jacques Lemaire était là, Carole Vanney était là, Eric Taylor était là, tous des gens qui travaillaient dans l'entourage du Canadien dans le temps. J'aurais peut-être dû aller leur parler, mais... Puis tu sais, ça peut paraître... C'est pas ma personnalité d'être comme ça, parce que je suis assez fonceur, mais pour ça, j'étais gêné. J'ai figé. J'avais 21 ans, puis une fois, je me souviens, je suis à un match de Midget 3A, j'ai Jacques Lemaire assis à côté de moi, à côté. Il est tout seul, il est après prendre des notes. J'ai figé. Parce que je ne savais pas comment l'aborder, puis je l'aurais probablement abordé en disant, est-ce que je peux travailler pour vous? Il m'aurait dit non. Aujourd'hui, si c'était à refaire, je dirais, puis il y en a qui me le demandent, des jeunes de 18, 19, 20 ans, puis qui me disent comment je peux devenir recruteur. Puis je dis, va voir des recruteurs, puis je dis, fais juste leur demander, comment tu pourrais faire pour travailler dans le junior? Tu sais, pose la question plutôt que d'arriver et de dire embauchez-moi. Fait que ça, c'est ce que j'ai fait de pas correct. Alors, à un moment donné, j'ai laissé tomber ça, j'ai fait ma vie. Et en 1999, comme par hasard, j'ai un voisin qui est recruteur pour une équipe de la Ligue junior majeure du Québec. Lui, il me dit, j'ai 3 enfants, j'ai une job, il dit, ça commence à être trop pour moi. Il dit, aimerais-tu ça me remplacer? Tu sais, j'y avais dit que j'aurais aimé ça. Wow. Il dit, je vais parler à mon directeur du recrutement, puis il dit, il va t'interviewer. Ah, j'ai dit, merci beaucoup. Et là, une semaine plus tard, le directeur du recrutement et le directeur gérant sont congédiés. Tu me niaises. Ouais. Fait que ça a tombé là. Oh my God. Et là, à peu près à l'époque de 99, j'ai un chum, très bon chum, avec qui je suis encore ami aujourd'hui, qui me dit, il dit, ouais, il y a un de mes amis, il veut devenir recruteur dans le baseball. Il dit, c'est tellement bizarre. Non, j'ai dit, c'est pas bizarre. J'ai dit, moi, j'aurais aimé ça. Il dit, ah ouais. Puis, mais moi, je comprends pas. Il dit, son père a une compagnie d'immobilier. Puis, il dit, voyons, non, recruteur dans le baseball. Le gars, il avait une 20aine d'années dans le temps. Et puis, moi, j'ai dit, tu lui souhaiteras bonne chance. Parce que moi, j'ai dit, je sais que c'est un long shot, mais j'ai dit, s'il y a le guts, là, j'ai dit, de percer là-dedans, j'ai dit, bonne chance. Alors, il me revient un an plus tard. Il dit, tu te souviens, le gars dont je t'ai parlé? Il dit, il s'est trouvé une job, il dit, comme homme à tout faire pour les expos. C'était Alex Antopoulos. Non. Ouais. Et en 99... Alex Antopoulos, là, le gars qui a gagné la Série mondiale à Atlanta. Oui, là. et en 99, Wow. quand mon chum m'avait dit ça, j'avais failli dire, on va-tu prendre un café avec lui? Mais là, ça donnait pas et tout. Puis mon ami, ben c'est pas un grand amateur de sport. Alors pour lui, c'était curieux qu'un gars veuille travailler là-dedans. Ouais. Puis même dans la famille d'Alex, au départ, ils n'étaient pas d'accord. Tu sais, ça, Alex l'a raconté souvent, parce qu'il disait, ben pourquoi tu ne travailles pas dans la compagnie familiale et tout. Et il est allé 3 ans aux États-Unis, il n'était pas payé, puis à un moment donné, il a commencé, le moment donné, quand les expos ont périclité, il est allé travailler aux Blue Jays, puis là, on connaît la suite. Mais, parce que, et là, en 2011, dans le temps des fêtes, Alex vient à Montréal, et mon chum me dit, t'aimerais-tu ça le rencontrer? Alors, on se rencontre dans un café, on jase à peu près 1h30, 2 heures. Mais là, j'avais 45 ans. J'ai dit, je voulais pas avoir l'air du gars qui quittait une job. Fait que j'ai jamais demandé. J'étais dans le recruteur dans le junior à ce moment-là. On avait échangé là-dessus.
J'avais dit, j'aurais aimé ça faire comme toi, puis peut-être si on s'était rencontrés en 99, on aurait pu, tu sais, nouer d'amitié et tout, mais moi, j'étais conscient qu'en 2011, le gars avait un parcours, il y avait des gens avec qui il avait noué des liens et il voulait les placer. Tu sais, alors, on l'a vu quand il est devenu directeur gérant à Toronto, tous les gens qui avaient été sur son chemin, il les a embauchés. Tu sais, c'est ça le sport. C'est toujours l'idée d'embaucher des chums. C'est être là au bon moment. Ouais. C'est puis, beaucoup de tu sais, timing. il y a un recruteur, mettons, là. Moi, j'aimerais ça savoir. Là. Puis ça, j'aimerais ça demander ça à un directeur gérant puis avoir une réponse honnête. Quand un poste de recruteur s'ouvre, mettons, dans la Ligue de l'Ouest, pour recruteur dans l'Ouest canadien, mettons, dans n'importe quelle équipe, là, Canadien, Toronto, Buffalo, est-ce que vous recevez des CV, puis vous les épluchez, puis vous interviewez des gens, ou c'est juste « Ah, m'a appelé un tel, il n'y a pas de job en ce moment, mais on était co-chambreur à l'université. Ouais, c'est clair. » C'est rien que de ça. C'est clair. C'est payé combien un recruteur dans la... Honnêtement, je ne veux pas m'avancer. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer parce que je ne veux pas donner des chiffres erronés. Non, c'est ça. Mais tu parles de la Ligue nationale de hockey? Non, mais disons un recruteur, là... Je passe à Vincent Riendeau. Oui, je ne peux pas m'avancer parce qu'il y a des recruteurs à temps partiel, il y a des recruteurs en mission spéciale, il y a des recruteurs à temps plein. Alors moi, je peux présumer qu'un recruteur à temps plein qui couvre la Ligue de l'Ontario va être mieux payé qu'un recruteur à temps partiel qui couvre la Ligue junior majeure du Québec. Ouais. Et dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, la majorité ou une bonne partie des recruteurs sont à temps partiel. Parce qu'eux autres se disent, il n'y a pas un gros bassin de joueurs, ils vont... T'sais, ça ne mérite pas d'avoir quelqu'un à temps plein. Le Canadien en a 2 quand même à temps plein. Ouais. Mais pour les chiffres, moi, que j'ai, ils sont trop datés pour pouvoir vraiment m'avancer là-dessus. Mais c'est pas, on parle pas de 400-500 000 par année, là, loin de là. Non. Mais c'est intéressant que tu dises que c'est juste par contact, un tel qui connaît un tel. Ah oui. Parce que quand on voit des erreurs gravissimes au repêchage, puis tu te dis qu'il y a tellement de gens qui sont sur le payroll. Ouais. Je peux te prendre des exemples. Les Blue Jackets qui vont prendre Caden Lindstrom avant Ivan Demidov. Trevor Timmins travaille pour Columbus. Oui, Trevor Timmins. Tu sais, comment Trevor Timmins peut avoir une job? Puis, c'est bon, c'est intéressant qu'on se parle de Trevor Timmins. Avant toute chose, peux-tu t'offrir une bière, Simon? C'est sans alcool. Ah oui, non? C'est la Joker. Puis c'est la... Je sais que tu as 59 ans, là, mais la nouvelle génération est mieux la bière sans alcool. Fait que avant d'aller plus loin, laquelle je peux t'offrir? Tu as la blonde. Je vais prendre la blonde. La blonde? Ouais, prendre la blonde. Puis juste avant, j'ai besoin d'une petite bière avant de parler de Trevor Timmins. Oui, une grosse sans alcool. Je vais dire honnêtement ce que j'en pense. Cheers, Simon. Merci beaucoup de me donner le temps. Ouais, bonne. J'en prends des fois de la sans-alcool, tu sais. Ouais. Puis, des fois, des fois de midi, tu sais. Il y a 0,5 d'alcool. Ah, ouais. La bière est faite au Québec. Tu connais Sylvain Chamberlain? Ben oui. Il t'adore, hein? Tu le sais, ça. Bon, tu vois, parlant de Sylvain Chamberlain, il est venu au podcast. Oui, ici. oui, je sais, oui. Puis, écoute, c'est lui qui est derrière tout ça. Vraiment bonne, la bière. Non, c'est vrai, ça se prend bien. Puis, il t'adore, d'ailleurs. Ben, puis, je suis content. Tu sais que... Puis là, je ne peux pas parler de Sylvain Chamberlain en son nom personnel, parce que j'ai parlé à d'autres mondes aussi dans le milieu des médias. Les gens t'adorent. T'es-tu au courant que ton nom vaut cher en ce moment? Puis je sais, on va pas aller dans le personnel, puis tout ça, puis comment tu es traité à BPM Sport, puis tout ça, mais il y a énormément de gens qui te veulent en ce moment. T'es-tu au courant de ça? Ben, qui m'appelle. Qui t'appelle. Appelez-le. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. Qui m'appelle. Parce que je veux dire, t'es un agent libre encore, là, toi. Genre, je veux dire, tu travailles à BPM Sport, mais tu restes un électron libre, là. Ouais? Oui. OK. Fait que je veux revenir là-dessus, mais avant, là, on va parler de Trevor Timmins. Oui. Comment Trevor Timmins, qui est sûrement le pire recruteur de l'histoire du Canadien, comment ce gars-là est resté 20 ans à la tête de l'équipe la plus prestigieuse de l'équipe? Je peux pas croire que c'est juste un niveau de contact, là. Non, mais regarde, je pense qu'il y a 2 choses là-dedans. Tu sais, le travail d'un recruteur,
c'est pas comme le travail d'un entraîneur. Un entraîneur, là, tu peux décider au bout de 20 matchs qu'il fait pas l'affaire. Un recruteur, là, dis-toi, ça prend 5 ans avant de juger un repêchage. Puis après ça, ça prend un autre 5 ans pour juger sa carrière. Parce que ça prend 5 repêchages pour juger la carrière de quelqu'un et 5 ans par repêchage. Donc, mettons, Trevor Timmins arrive en 2003. Tu ne peux pas vraiment le juger avant 2013. Pourquoi? Parce que les joueurs de 2003, tu les juges en 2008. Les joueurs de 2004, tu les juges en 2009. 2005, 2010. Je comprends. Alors, la dernière QV, mettons, 3, 4, 5, 6, 7, bien, tu vas la juger, mettons, en 2012. Fait qu'à peu près 9 ans. Alors, lui, Marc Bergevin, exemple, il arrive en 2012. Moi, je pensais que Trevor Timmins lèverait les pattes. Tout le monde parce que, habituellement, un DG, il amène son monde. Bergevin connaissait des gars à Chicago ou des gars qui avaient gagné la Coupe Stanley. Alors, je me dis, bon, il va sauter. Et là, il garde. Alors là, je me dis, qu'est-ce qu'il a raconté dans l'entrevue? Bon, parce qu'il a dû se faire demander, David Fischer, Claude Giroux, c'est quoi cette affaire-là? Est-ce qu'il a trouvé une façon de... Est-ce qu'il a trouvé une excuse? Parce qu'on le voit dans les entrevues que Trevor Timmins a données dans les années après ça, subséquentes, il y avait toujours une excuse. Et ces ardents défenseurs, et Dieu sait qu'il y en avait, qui étaient sur mon dos, bien, il me disait, quand il y a eu son repêchage extraordinaire de Pacioretty, Subban, McDonough et même Yannick Weber dans le même repêchage, ça, c'est lui. Mais Fischer-Giroux, c'est parce que Bob Gainey voulait un défenseur. Exact. Alors, quand il se trompe, c'est la faute de quelqu'un. Exact. Quand c'est lui, c'est lui. Bon. Deuxième raison, son repêchage de 2007, je crois qu'il a surfé là-dessus pendant des années. Le fameux parce repêchage de Pacioretty. C'est un des meilleurs repêchages pour une équipe des 20 dernières années. Pacioretty, Subban. Et McDonough. Puis tu peux même rajouter Yannick Weber, qui a eu une carrière. Ouais. Alors, puis il avait quand même pas commencé si mal. Tu sais, Carey Price, 5e. C'est Carey Price. Ouais. Je sais que tu vas me dire que c'était évident, mais il l'a quand même pris. Ben, c'était pas si évident. Moi, ben, il y en a qui disent qu'il aurait pris Benoît Pouliot. Exact. Oui, alors, mais ça fait partie de la chance. Exact. Puis moi, en tant qu'évaluateur, juste une parenthèse, en tant qu'évaluateur, moi, c'est sûr que je vais me tromper beaucoup parce que je fais des commentaires sur tous les joueurs. Mais si tu me donnais un choix par année, ben, je me tromperais moins. Exact. Tu sais, alors, moi, si j'ai Pouliot en avant de Price sur ma liste, personne ne le sait. Mais si je m'en vais, mettons, au micro et que je dis « Benoît Pouliot, futur marqueur de 40 buts », là, on va rire de moi. Non, je comprends. Tu sais, c'est ça l'affaire. Eux autres, on ne voit pas leur liste. Alors, peut-être que... Tu sais, Timmins avait quand même pas si mal commencé. Timmins, ça s'est vraiment gâté en 2009 avec le repêchage de Louis Leblanc et le fait qu'il n'était jamais capable de trouver personne, à part Brendan Gallagher, hors de la première ronde. Non, mais... Et là, Louis Leblanc, on a donné toutes les excuses. Il était au Centre Bell. Il n'avait pas le choix. Tu sais, Louis Leblanc est sorti 18e et je crois que c'était à peu près le rang auquel il devait sortir. Ouais. C'était pas un beau repêchage non plus. Hein? C'était pas un bon repêchage non plus. Tu sais, t'avais Chris Kreider. Oui, mais lui, il va dire, j'aurais pris Chris Kreider. C'est clair. Pas sûr de ça. Ouais. Puis tu sais, après ça, s'avancer pour aller choisir Jared Tenordi en 2010. Ah ouais. Ah. Vraiment, là. Puis là, ce qui a vraiment nuit, puis Jeff Molson, je crois, l'avait laissé entendre lors du congédiement de Timmins. Excuse-moi. Lors du congédiement de Timmins, il avait dit... quand tu as 2 choix top 3, quand tu as 2 choix numéro 3, faut que you gotta nail it. Ouais. Là, t'sais. Mais Kotkaniemi, Ben oui. je veux dire, on se souvient tous du visage de cette femme, tu sais, qui est dans le fond une fan comme n'importe qui, même elle savait. Puis là, ils vont dire, ouais, mais les gens voulaient Philippe Zadina, puis c'est pas vrai. Il y avait plein de gens qui voulaient Brady Tkachuk, il y avait plein de gens qui voulaient Quinn Hughes. Tu sais, je veux dire... Puis c'est ça qui... Tu sais, on revient à... Ah, mais c'est des contacts, puis tout ça. Des fois, quand je vois des erreurs gravissimes... Puis là, je veux... Oui, je voulais pas aller là, mais je vais quand même te parler de Matvei Michkov. Parce que ça, moi, j'en reviendrai jamais. J'en reviendrai jamais qu'on avait enfin la chance d'avoir... Puis tu sais, oui, ils se sont repris avec des Mida, mais t'aurais pu avoir les deux, je veux dire. Oui, t'aurais pu avoir les deux, Comment ça... Une équipe comme le Canadien de Montréal avec tellement de recruteurs, puis je veux pas tourner le fer dans la plaie, puis je sais même pas si toi tu voulais Matvei Michkov, mais comment ça? Oui. Comment? Ben,
On est allé avec ce qu'on disait à propos de sa personnalité. Quand KHL, c'était difficile avec ses coéquipiers. Ouais. Que c'est un petit baveux. Ouais. Bon, enfin. Moi, mon raisonnement à l'époque, c'était... Bon, c'est sûr que le caractère d'un joueur, c'est important. Puis on voit que les Canadiens, ils essaient de bâtir vraiment une culture, là. Oui. Tu sais, une culture là, Ouais. de famille tissée serrée. Je comprends tout ça. Mais, tu sais, un petit baveux de 17 ans qui écœure ses coéquipiers, mon point, c'était il va arriver à Philadelphie, puis des gars comme Sean Couturier, Travis Konechny, Sean Gostisbehere et compagnie, à l'époque, vont arriver, ils vont dire, écoute mon petit maté, là, ta gueule. Ouais. Tu sais, moi, je m'inquiète pas avec ça. Finalement, ça se passe quand même bien avec John Ça se passe très bien. Tortorella, C'est hein? sûr qu'il y a des matchs difficiles. Ouais. Mais tu sais, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Ouais. Lane Hudson a un match difficile Ouais. contre Toronto l'autre soir. Matej Michkov a des matchs difficiles, Exact. mais en retour, Matej Michkov, je veux dire, il joue bien. Ouais. Il a des lancers au but, il provoque des choses. Puis tu sais, j'ai rien contre Randbacker. Je pense que j'ai encore confiance en Randbacker. C'est sûr qu'une année blessée, ça rentre dans le corps si c'est plate à cet âge-là. Mais Randbacker, je l'avais quand même assez haut sur ma liste. C'était-tu ton Mais meilleur défenseur du oui, draft? oui, Ouais. oui. Alors, j'ai Genre pas- avant Axel Sandin Pelika? Oui. Ouais. Oui. OK. Peut-être que je vais m'être trompé, mais en tout quand cas, même, c'était pour le le meilleur. moment, c'est ça. OK. Alors, moi, j'avais rien contre le choix, mais je me disais, comment tu peux passer à côté d'un gars qui a un potentiel de 40 buts puis de faire soulever la foule? Ouais, c'est fou. Puis tu sais, oublie pas, là, si Chicago ou Columbus choisit Demidov, là, on parle peut-être plus du Canadien, de l'avenir du Canadien de la même façon. Non. Ah, ils ont été chanceux, hein? Ils ont été chanceux. Puis est-ce que tu penses que Caden Lindstrom, il a vraiment menti sur le fait qu'il y avait une hernie discale ou non? Parce qu'il paraît qu'il aurait menti au recruteur. Écoute, je le sais pas. Ça, Non. j'ai aucune idée qu'est-ce que son agent il a dû dire ou que Ouais. lui a voulu dire. Mais je peux dire que Caden Lindstrom, moi, je l'avais un petit peu plus loin. Ouais. Pas tellement à cause de la blessure, mais au point de vue que j'ai toujours, moi, des doutes. Puis, tu sais, ça peut paraître paradoxal. Moi, j'aime les joueurs quand même qui ont des bons physiques, en règle générale. Mais j'ai toujours un petit doute quand je vois un gars qui me semble dominer, principalement à cause de son physique. Ouais. Qui a toujours été plus gros que les autres, là, dans le fond. Ouais. C'est- Je regarde un gars comme Porter Martone, qu'on a vu cette année au championnat junior. Qui descend, là. Ouais. Ouais. C'est un gars, je me dis, est-ce qu'il domine parce qu'il fait 6 pieds 5 ou il domine également parce qu'il est talentueux? Ouais. Parce qu'il y a des joueurs gros et talentueux qui vont dominer à cause de ça. Tu sais, je voyais Owen Power à Buffalo qui faisait 6 pieds 6 dans les rangs USHL puis NCAA, puis je me disais, Owen Power, je tripais pas dessus, parce que je me disais, d'après moi, il domine parce qu'il fait 6 pieds 6. Puis Owen Powers, je peux pas dire que c'est un très, très bon défenseur. Non. En tout cas, il est très surévalué. Très Je me souviens décevant. du match au Centre Bell, j'étais là contre Buffalo. C'était épouvantable. J'étais dans le coin, puis je le regardais jouer, puis je me disais, c'est un vrai désastre, ce gars-là. Très décevant, hein? Alors tu sais, c'est ça, faut toujours regarder. Alors, Lidstrom, moi, j'avais toujours des doutes. Je me disais, ben, il joue quand même avec une équipe très offensive à Medicine Hat. Il jouait pas sur le trio de Gavin McKenna, mais il jouait quand même dans un top 6 très, très offensif. Puis je me disais, je ne sais pas. Alors, Lidstrom, je pense que je l'avais 9e sur ma liste. J'avais quand même été généreux, là. Je l'avais mis 9e. Mais quand j'ai vu Columbus le prendre, la mâchoire m'a tombé. Ah, mais... Parce que pour moi, c'était... Tu sais, Beckett Seneca à Anaheim, je peux comprendre. Je crois que Demidov va être meilleur que Beckett Seneca, mais je peux comprendre Anaheim d'avoir pris Puis Beckett Les Seneca. Chouinov, Trop loin. Trop trop tôt. tôt. Bon joueur. Mais tu sais, moi... Le classique de repêcher pour un besoin. Oh, mon Dieu. C'est ça. Oui, puis il y a un besoin. Chicago avait des besoins aussi, là. Ouais, des Peut-être c'est le facteur russe. Ouais. Parce que, veut pas, à part Bédard, là, OK, nomme-moi un futur top 6 à Chicago. Frank Nazar, peut-être? Un gros peut-être. Entre Nazar puis Kirby Dack. Aujourd'hui, là. Tu prends encore Kirby Dack? Ouais, je pense que je vais y aller avec Kirby Duck. OK. Mais moi, avec ce choix-là, si j'avais pas... Mettons, après avoir échangé Romanov, avec ce choix-là, moi, j'aurais pris Sam Renzel, le défenseur qui a été choisi 25e, qui joue dans l'NC en ce moment et qui appartient également aux Blackhawks de Chicago. Alors, on verra qui a raison. Mais le point, c'est que Chicago avait un besoin avec Demidov. Alors, il fallait vraiment qu'ils aiment Levchunov. Ouais. Ah, mais ça, c'est la chance d'une vie, tu sais. Parce Il y a qu'après deux ça- équipes qui l'ont laissé passer, vraiment.
Parce que tout le monde donne du gros crédit, tu sais, puis tant mieux, là, je veux dire. Tout le monde donne du gros crédit à Nick Bobra parce qu'il a repêché Demidov, parce qu'il avait tous ses contacts au SCA. Hey, ma grand-mère aurait repêché Demidov 5e. Là. Même chose avec Cole Caulfield, je veux dire. Quand on parle de Trevor Timmins, puis on dit Cole Caulfield, waouh, on l'a eu 15e au total. Hey, il a slip, c'était un coup de chance. Puis, il a glissé. Ouais. Tu vois, c'est ça. C'est que, alors, c'est pour ça que souvent, pour en revenir à ton idée de contact, je crois que ce qui peut jouer en faveur d'un recruteur-chef, parfois, qui reste en poste de façon... et on se demande pourquoi, c'est peut-être qu'on voit ses listes. Et là, c'est peut-être ça qui aide le recruteur-chef. Ouais. Ben là, écoutez, j'en avais 4 avant lui, je me suis fait voler. Ouais. Et dans d'autres cas, je regarde au Colorado, ils avaient quand même assez bien repêché avec Rantanen, quand même, 10e. Et puis Kel McCarr, 4e et tout. Mais il a été congédié, le recruteur-chef. Alors peut-être que Joe Sakic, lui, le directeur gérant, il a regardé les listes puis il a dit, ben McCarr, tu l'avais 4e. Alors si on avait eu le premier choix, tu ne l'aurais pas pris. Tu aurais peut-être pris Nolan Patrick. Ouais. Fait que, je ne sais pas, moi, les listes de Timmins, qu'est-ce que c'était, mais je crois que Timmins, à un moment donné, on avait l'impression, en tout cas, vu de l'extérieur, qu'il avait, il avait lié une belle amitié avec Marc Bergevin. Oui, il allait au gym. Au gym. Le Bicep Club. Le Bicep Club. Alors, tu sais, Marc Bergevin, lui, il se disait, tu sais, souvent, j'entends un commentaire dans le hockey junior, puis ça me fait toujours rire, quand quelqu'un va chercher quelqu'un ou il arrive dans une équipe, puis là, le gars, il est toujours accueilli en disant « Hey, ça va être le fun, on va faire du hockey ensemble. » Faire du hockey ensemble. Ça me fait toujours rire. Puis j'ai l'impression parfois, puis là, j'extrapole, là. Tu sais, moi, je suis assez coloré dans mes propos, mais des fois, j'ai l'impression que ils aiment mieux perdre en chum que de gagner entre collègues avec qui la relation va être plus professionnelle. C'est quand même fou, hein? Ouais. Parce que je me souviens, là, nous, sur Hockey 30, on avait fait une pétition pour savoir qui veut que le Snake Boisvert remplace Trevor Timmins. Ouais. Puis la réponse avait été unanime. Là. Tout le monde te voulait comme Ah, ouais. Ah, ouais. OK. T'sais, tout le monde est en train de se dire on serait en meilleure main avec le Snake comme directeur du recrutement que Trevor Timmins. Puis au final, ça doit être vrai. Là, bien, écoute, je sais pas, mais une chose est sûre, c'est que, tu sais, moi, je fais pas ça à temps plein. Et j'ai pas les ressources d'une équipe de la Ligue nationale. Non, mais quand même. Mais on ne me donne pas de break. Alors que moi, il y a peut-être des joueurs que j'aimais, que si j'avais été sur le terrain, à parler aux gens et tout, et puis à parler, peut-être justement, parce que je le vois dans le junior, des fois, les meetings pré-repêchage, souvent, on va être enthousiaste sur un joueur et il y a quelqu'un qui va lever sa main, le recruteur régional va dire ce gars-là, j'ai des doutes. Il est fort sur la dope, mettons. Ouais. Et là, à ce moment-là, on le bord de la liste. Ouais. Moi, quand je vois ça, je ne connais pas les habitudes des joueurs. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que moi, je fais une liste basée sur ce que je vois sur la glace. J'ai lu l'article de Régent Tremblay sur Punching Grace. Ouais. Incroyable. Ça, on va en revenir après parce que tu as une autre carrière que personne ne connaît. Ouais. Mais première chose, tu sais, cette espèce de... Toi, tu as des logiciels où tu peux prendre une game puis tu peux couper toutes les pauses. Oh, elle est coupée. Oui, elle est coupée pour moi. Il coupe pour toi. C'est un site web auquel tu t'abonnes. Les équipes de hockey ont accès à ça. Un match dure 1 heure. Tout est coupé. Mise en jeu, pause, etc. Fou, et on découpe également les présences sur la glace de tous les joueurs. De tous les joueurs. Alors moi, mettons, je me dis, ça me tente de voir Demidov la semaine passée en KHL. Mettons, il a joué 2 matchs, 15 minutes. Ça me prend une demi-heure, j'ai vu les 2 matchs. C'est incroyable, ça. Ouais. Fait que tu regardes combien de matchs par semaine? Ça se compte pas en matchs. C'est ça. Ça se compte en minutes. En temps. Ça se compte en temps. Puis j'ai jamais tenu de registre là-dessus parce que, étant donné que je suis un gars très occupé, puis qui a une vie personnelle quand même aussi, la seule chose moi, qui m'a aidé, là, entre parenthèses, j'ai pas d'enfant. Alors, ayant pas eu d'enfant, ça, c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé à mener un paquet de projets à vie, donc quelque chose dont tu peux parler tout à l'heure. Oui, ça, on va y aller. Moi, je pense que l'idée, c'est que je perds pas de temps. Tu
sais, j'arrive, mettons, je me dis, bon, là, mettons, j'ai une demi-heure pour le dîner avant de retourner à mes affaires. Ben, je vais regarder une demi-heure de hockey. Mais tu as une éthique de travail incroyable. Oui, oui. Même le matin, tu sais, j'ai ma to-do list, puis je me couche le soir, puis en général, à moins d'avoir été malade, là, elle a été faite, la to-do list. Tu dois être le gars avec la plus grande éthique de travail dans le monde des médias. Pourquoi on ne te voit pas à la télé? Écoute, je ne sais pas si j'ai la meilleure éthique de travail. Ben, ça, je les vois pas travailler. Non, mais je te donne un exemple. exemple. Des animateurs qui font quand même 3-4 heures par jour. Oui. Il faut qu'il y en ait une. Mais là, je reste dans les espoirs. Tu sais. Je te donne un exemple. Stéphane Leroux, qui est une institution à RDS, il nous parle pas des espoirs juste avant le repêchage. Tu sais? Genre, oui, mais Stéphane, il décrit des matchs du Rocket. Ouais. Il couvre la Ligue junior majeure du Québec. Je pense qu'il m'avait dit qu'il fait 40 000 km par année. Wow! Je le comprends. Tu as une bonne relation? Il fait le championnat mondial de hockey junior. Il est parti un mois de temps à l'étranger. Tu sais, Stéphane, c'est ça sa carrière. Mais je trouve qu'il y a un manque à RDS de... Tu sais, Stéphane Leroux, il fait super bien sa job. Oui, là. Ben oui. Comme tu dis, il fait écoute, tout. tu peux pas en faire plus. C'est ça, mais pourquoi RDS... Oui, n'aurait pas une analyse de repêchage? Exact. On a Alain Chénet à TVA Sport qu'on voit de temps en temps. Qui a été recruteur. Qui a été recruteur pour les Ducks. Nicolas Cloutier parle des espoirs pas mal aussi. Nicolas Cloutier, c'est vrai. C'est vrai, Nicolas Cloutier. Oui. C'est vrai. Il est bon, d'ailleurs. Les reportages qu'il fait sur les espoirs. Tu sais, qu'on soit d'accord ou pas avec leur classement ou leurs évaluations, le point, c'est... Moi, ce que je veux, c'est un gars qui les a vu jouer. Mais tout ce que je veux dire, c'est pourquoi on ne voit pas le Snake à la télé? Quand le processus, qui est un des podcasts les plus populaires au Québec... Écoute, je sais pas. T'aimerais ça faire de la télé, non? Je sais pas. Ben, de toute façon, l'avenir de la télé traditionnelle est... Ouais. Mais toi, c'est pas un besoin. C'est pas un besoin. Non. C'est ça. C'est pas un besoin. OK. Non. OK. Puis tu sais, dans le sens... Tu sais, je vais revenir à l'article de Régent Tremblay, qui était d'ailleurs comme super intéressant. Fait que toi, dans le fond, tu as une business de traduction. Mm-hmm. Personne ne sait ça. Ben, ça a été mentionné au fil du temps, ah oui, ouais? un peu. Oui, okay. Mathias l'a mentionné. Okay. Moi, je l'ai commencé de façon un peu... Anglais-français, traduction? Oui, anglais-français, français. Okay. Moi, je vais te dire un petit peu, si tu me permets, comment je l'ai commencé. Mm-hmm. Je me retrouve à la fin des années 80, début des années 90, et il y avait une grosse récession. Il y avait une grosse crise économique. Et les jobs étaient très rares. La preuve, c'est que dans le temps, il y a des magasins qui offraient un salaire minimum, qui ouvraient une nouvelle succursale. Tu sais, les Zellers, en fait, tu te souviens peut-être de ce magasin-là. Et il y avait des files d'attente de 1500, 2000 personnes pour laisser leur CV pour quelques postes au salaire minimum. Wow. Ça, c'est quelque chose que les gens de ta génération n'ont pas connu. Non. Aujourd'hui, vous autres, dans votre génération, le problème, c'est l'accès à la propriété. Ouais. Qui est plus difficile. Nous, c'était l'accès au job. Ouais, c'est ça. Chaque génération a ses challenges. Exact. Alors, un moment donné, je me dis, j'avais travaillé dans des bureaux un peu, puis je me disais, j'ai fait une formation de contrôleur aérien. OK. Aussi. Pas pour moi. Fait que j'ai dit, ça me prend un job où je vais avoir de la liberté, une certaine liberté de faire ce que je veux. Je veux pas de patron. Je suis pas un gars qui aime avoir des patrons. Puis, si possible, travailler à la maison. Pas de trafic le matin. Je me fais mon lunch à l'heure que je veux. Puis, je perds pas de temps. Je travaille. Je suis discipliné. Tu sais, j'avais pas besoin là, d'être surveillé. Tu sais, j'aimais pas être surveillé. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben là, il n'y avait pas beaucoup de possibilités. Il y avait graphiste. Il y avait informaticien. J'étais passé ferré là-dedans. Puis, à un moment donné, je vois une annonce dans la presse. Puis, il y avait une agence de traduction. Qu'est-ce que c'est une agence de traduction? C'est des gens qui trouvent les clients, qui recrutent des pigistes et qui se prennent une commission sur le travail. Ouais. Et c'est une agence américaine. J'envoie par hasard une lettre. Je n'ai pas d'expérience, mais je suis parfaitement bilingue. J'écris parfaitement les deux langues. Et on me donne des nouvelles peut-être un an plus tard. Et là, j'ai eu mon premier contrat. Et là, ce que j'ai fait après mon premier contrat, je me suis acheté un fax. Oui, un fax. Je me suis acheté un laptop. Écoute, laptop de 1990, là, avec une mémoire ridicule. Et là, je suis allé à la bibliothèque et là, j'ai pris tous les bottins de pages jaunes des grandes villes américaines qu'il y avait. New York, Washington, Los Angeles, Chicago. Et là, j'ai vu toutes les agences de traduction. Il y en avait peut-être une centaine en tout. Uh-huh.
Et là, j'ai envoyé un CV au centre agence. Wow. Il y en a peut-être une quinzaine qui m'ont répondu. Il y en a qui sont devenus des clients réguliers. Et ça a parti comme ça. J'ai plus jamais regardé en arrière. Ça, on est en 1991. Alors, ça fait plus que 33 ans. Puis tu l'as encore, cette Oui, cette je l'ai compagnie-là? encore. J'ai plus les mêmes clients, évidemment, Ouais. mais je l'ai encore. Puis ça m'a fourni... ça m'a donné, justement... je travaille fort, mais j'ai quand même une certaine... Tu sais, j'ai une liberté. Si à un moment donné, je veux travailler une demi-heure, ben après ça, je veux consacrer 15 minutes au hockey, je peux prendre 15 minutes pour le hockey. Dans un bureau, tu peux pas faire ça. T'es libre. T'es Je libre. suis libre. Ouais. Je suis libre, mais en même temps, ça a quand même été un esclavage dans le sens que, en traduction, probablement que je travaille à peu près 350 jours par année. Ouais. Comme ce matin, tu vois, Ah ouais. on enregistre dimanche après-midi. Ah ouais. Moi, ce matin, j'ai travaillé une couple d'heures. T'es en Puis là, je me vacances, plais mais pas, jamais là. en vacances. Je suis jamais en vacances. Alors, tout ça pour te dire que, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en allait avec ça, mais c'est ça, la business de la traduction, je l'ai depuis 33 ans. Et j'ai toujours l'intention de la garder pendant un bon bout de temps parce que ça me donne toujours une liberté de dire « Ah, le hockey, ça me tente plus. » J'ai ça. C'est clair. C'est clair. Fait que, puis ça m'a permis de ramasser de l'argent pour faire ce dont on va parler bientôt. Ouais. Puis l'intelligence artificielle te fait peur un peu pour la business de la traduction ou pas vraiment? Si j'avais 29 au lieu de 59, oui. Ouais. OK. Mais c'est quand même, bien que ça soit bon et en développement incroyable, ben, j'ai 59 ans. Ouais. Puis, paradoxalement, ça m'a permis d'avoir plus de contrats. Parce que les méthodes ont changé. Et puis, en passant les traductions dans l'intelligence artificielle, il y a quand même besoin d'un humain pour les réviser. Mm-hmm. Et bien que la révision paie moins cher, c'est tellement rapide que tu peux prendre de plus en plus de contrats. Alors, dans une même journée, tu marches au volume, même si ton tarif n'a pas augmenté. Je pense que ceux qui sont désavantagés, c'est ceux qui n'ont pas beaucoup de contrats. Ouais. Parce que si tu n'en as pas beaucoup, ben oui, ça te prend une heure faire une journée de 8 heures, mais tu as été payé une heure. Je comprends. Alors moi, je fonctionne au volume maintenant. Je comprends. Ouais. Donc, expert de sport, traducteur et réalisateur de films. Ouais. OK. Ça, tu as été le seul au Québec. Moi, quand j'ai lu ça dans l'article de Régent, j'étais flabbergasté. Tu as produit, réalisé un film à toi tout seul sans aucune subvention, Ouais. avec David Lahaye comme acteur. Ouais. Et Peter Miller aussi. Wow! Ouais. Comment on peut voir ce film-là? D'où Ouais. part ce projet-là? J'ai trop de questions. Là. OK. Ben, premièrement, on va régler l'affaire Où le voir. Ça s'appelle Charlie Tango. Uh-huh. Là, en ce moment, il est disponible sur des plateformes payantes comme YouTube TV, Apple TV, 6,99, je pense, à la location. Prime? Aux États-Unis seulement. OK. Demande-moi pas pourquoi. Mais OK. aux États-Unis seulement sur Prime. OK. Et ceux qui sont abonnés à Belle Télé, il est sur Belle Télé. Ceux qui ont encore la télé à la 4. Là. C'est quoi l'histoire? Comme Bon. ça parle de quoi, ça? Ben, c'est ça, je vais t'en parler. Ouais. Mais ceux qui veulent l'avoir gratuitement, Uh-huh. mon distributeur l'a mis sur plex.tv, plex.tv, OK. moyennant des pubs, vous pouvez voir le film gratuitement. Ça s'appelle Charlie Tango. OK. Bon. C'est un film qui est mainstream. C'est pas un film d'auteur, c'est pas un film tu sais, de grande psychologie, tu sais, comme on voit souvent chez c'est les du films québécois. entertainment. C'est pure entertainment. Good. C'est un film, tu te prends du popcorn, puis tu regardes ça, puis c'est ça. Mais c'est quand même dramatique. C'est l'histoire d'une contrôleuse aérienne dans la cinquantaine qui, suite à, je te dirais, une erreur dont elle est partiellement responsable, à tout le moins, crée une collision entre deux avions. Mais elle, pendant ce temps-là, avant ça, on voit dans l'histoire en partant que c'est une femme mariée qui a une aventure avec un homme, David Lahaye, qui est une petite rapace. Un petit croc, comme on dit. Un petit escroc, là. Un petit escroc. Ouais. Et le mari de cette femme-là est policier. Alors là, tu peux t'imaginer où ça peut s'en aller. OK, cool. Alors, d'une part, il y a l'accident d'avion dont elle est tenue responsable. D'une part, elle a une aventure avec un homme qui est un escroc et un mari policier. Wow. J'en dis pas plus parce que sinon, ça... C'est clair, c'est clair. Ouais. Moi, c'est sûr que je vais aller voir ça. Ouais. Je suis sûr qu'il y a plein de nos Plex.tv, plex.tv, Plex.tv. Charlie Tango. Charlie Tango. Ouais. Puis ceux qui veulent pas de commerciaux,
Vous allez sur les plateformes, Apple TV, 6,99. Good. Bon. Là, tu veux savoir comment c'est né. Ben, je veux dire, Le comment projet. t'as produit ça OK. sans aucune subvention? Je pense que t'es le seul au Québec qui a fait ça. Ben, il y en a qui font des trucs. Il y en Ouais. a qui font des trucs sans subvention, j'en connais, sauf qu'ils ont de la misère à trouver de la distribution. Parce que de ce que j'ai compris de la distribution au Québec, il y a comme un pattern qu'il faut suivre. Tu sais, c'est comme dans le hockey, ça. Il y a comme un pattern qu'il faut suivre. Tu fais une demande à la SODEC pour écrire un scénario. Ils vont te donner un petit montant. Toi, tu leur fournis un synopsis, ils donnent un petit montant. Là, après ça, ton scénario, ils vont t'aider à le peaufiner, puis tu passes les étapes à un moment donné, puis ils vont dire, OK, tu es prêt pour demander du financement. Ça ne veut pas dire que tu vas l'avoir. Mais, entre-temps, ils t'ont épaulé financièrement. Et là, à un moment donné, tu demandes ton financement. Là, tu es refusé. Ah, il faut que tu ailles retravailler ton scénario. Finalement, c'est comme une file d'attente. Tu sais, il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. Ouais. Et à un moment donné, au bout de 2, 3, 4, 5 ans, même les grands réalisateurs québécois vont te le dire, ils doivent attendre plusieurs années avant que leur film arrive dans la passe finalement à go, tu sais. Et puis, moi, j'ai pas question d'attendre après ça. Puis je sais en plus de ça que j'ai pas des genres de trucs qui vont plaire à la SODEC. OK? Ceux qui vont voir John Tango, vous allez voir, c'est commercial. C'est comme un film américain, mais à plus petit budget, tu sais. Puis, alors, à un moment donné, mais moi, c'est parce que j'ai un background là-dedans. Comme n'importe quoi. J'ai commencé il y a 25 ans. En cinéma. Ouais. Ouais. Mais ça a été dur. Qu'est-ce que tu veux dire, ça a été dur? Ben, ça a été dur dans le sens que moi, j'ai commencé avec des 35-40 000 $. À tous les cinéastes en herbe, faites pas un film avec 35-40 000 $. Vous allez faire rire de vous. Ça va être amateur, ça va être épouvantable. Faites-le pour vous pratiquer, si vous avez l'argent. Mais mettez ça dans un tiroir. Ouais. Moi, j'ai fait quelques films au début des années 2000 qui se sont retrouvés sur des tablettes de clubs vidéo. Écoute, j'ai fait rire de moi pas mal plus qu'avec le hockey. Ah ouais? Ouais. Et là, en 2014, et ça, ceux qui veulent aller voir sur Prime, j'ai fait un documentaire qui s'appelle Bold and Brash. Et ça avait passé au Festival Fantasia. Et là, j'expliquais mon cheminement dans le monde du cinéma dans les années 2000. Et il est disponible gratuitement sur Amazon Prime, aux abonnés. Puis là, en 2009, j'ai dit, je vais faire une pause là-dessus. OK, là, j'ai dépensé quand même assez d'argent. De ta poche, là. De ta poche, mais c'était pas des grosses sommes. C'est des films de 40 000 $. Mais c'est quand même. Mais, non, mais 40 000 $, tu fais de la scrap. Là, tu sais, je fais un film sur un groupe rock à un moment donné. Comment tu peux faire un film sur un groupe rock avec 40 000 $? Ah, c'est ça. Fait que tu n'as pas de production value. Là, tu fais rire de toi partout. Puis, à un moment donné, ben là, je me dis, ouais, OK, peut-être que c'est vrai que je me suis illusionné un peu. Et puis, fait que j'ai mis le couvert là-dessus en 2009. Et là, je me suis concentré sur le hockey. Mais là, durant le temps de la COVID, j'ai dépoussiéré un vieux scénario. Et là, j'ai dit, pourrais travailler là-dessus. On va voir. Mais là, j'avais ramassé de l'argent, moi, depuis quasiment 15 ans. Puis je mets dans le but de ça, éventuellement. OK. J'ai dit, là, je vais ramasser. Puis mes amis me le disaient. Au lieu de faire un film à 40 000, là, attendons 15 ans, puis fais donc un film à 500 000. Ouais. Mettons, tu sais. Ouais. C'est pas beaucoup d'argent, 500 000, tu vas me dire pour un film, mais là, j'ai dépensé plus que 500 000, mais enfin, on se comprend. C'est pas des gros budgets. Même au Québec, tu sais, un film de 2 millions, c'est pas... Non, c'est clair. Mais il faut quand même que tu... Oui, mais tu fais beaucoup de sacrifices. Oui, c'est clair. Tu fais beaucoup de sacrifices. Puis comme je t'ai dit, pas d'enfants, ben ça, Ah, ouais. ça aide. Ah. Alors là, je me suis retrouvé, j'ai dit, bon, en 2022, j'ai dit, les restrictions sont levées. Let's go. J'appelle David Lahaye, qui est quand même un chum depuis une dizaine d'années. OK, c'est un ami, là, David Lahaye. Depuis une dizaine d'années. OK. Et puis, on se rencontrait des fois. On parlait de cinéma indépendant. Puis lui, il était pas mal là-dedans et tout. Puis j'ai dit, David, je t'envoie le scénario. Qu'est-ce que t'en penses? C'est en anglais en passant. Et puis, il me rappelle le lendemain. Il dit, let's go. Et là, après ça, j'ai dit, il faut que je caste ma contrôleuse aérienne. Et là, j'ai fait appel à un agent de casting à Toronto. J'ai quand même reçu une 50aine d'auditions. Wow. Et j'ai casté Stacy Mistyshin. Les plus vieux qui regardaient la télé anglophone vont se souvenir de la série Degrassi. Ben oui. Elle était dans la première mouture de Degrassi. OK. Elle était la blonde du gars qui avait le chapeau sur la tête. OK. OK?
Et puis, alors elle a accepté. Et là, ça a fait boule de neige. Peter Miller a embarqué. Et on a tourné ça en 20 jours, 4 semaines, en avril 2023. Alors là, moi, je termine le film. Et là, je me dis, bon, là, il faut que ça se distribue. Évidemment qu'au Québec, si tu n'as pas été dans la machine Sodec, ça ne marche pas. C'est un peu comme les recruteurs. Ils veulent pas de toi. C'est ça. Ils n'en veulent pas. Tu l'envoies, ils ne le regarderont même pas. Ouais. Dommage, mais c'est ça. C'est triste, ça. Oui, ils ne le regarderont même pas. Puis s'ils le regardent, bien, ils vont dire, ben, c'est pas notre créneau. Nous, on veut des films d'auteur. Nous, on veut un film déjà subventionné. Parce que je crois que lorsqu'un distributeur, je crois que pour avoir une subvention pour distribuer un film, je crois que le film doit avoir été subventionné. Ouais. Alors moi, j'arrivais de nulle part. Le modèle américain au Québec, ça ne marche pas. Même chose au Canada anglais. Alors, je me tourne vers un distributeur américain qui, tout de suite, me fait une offre. Incroyable. Et là, lui, il l'a mis sur les plateformes, la télépande, il est sur toutes les compagnies de câble aux États-Unis, tu sais, les Comcast, les TNT, etc. Tout le monde peut le louer. Et au Canada, moi, juste pour avoir un peu d'exposure, j'ai fait une sortie au Cinéplex Forum le 23 août. Là, je ne sais pas s'il est en vacances, je ne sais pas c'est quoi. Il n'y a pas un média. À part Radio-Canada Radio, on a eu deux émissions. La Presse, Journal de Montréal, Le Devoir et compagnie, tout le monde a dit, ça ne nous intéresse pas. J'ai un film québécois, pas subventionné. J'ai David Lahaye. Mais pourquoi? J'ai un distributeur américain. Pourquoi? Parce que c'est en anglais? Ça n'a pas dû aider. Ça n'a pas dû aider. Je sais. Mais j'avais quand même une version sous-titrée pour ce que ça vaut. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. On dirait qu'il y a une genre de petite machine là-dedans. Il ne faut pas que tu sortes de cette machine-là. Oui, mais quand on dit qu'on est né pour un petit pain au Québec, c'est peut-être ça aussi un peu, dans le sens, on a peur du succès, on a peur de ce qui est dit. Toi, tu avais un distributeur américain, tu penses pas que ça a joué? Si justement, tu avais été dans la machine, puis tu avais... Ah oui, mais pour ça, il aurait fallu que je soumette mon scénario à la base. Non, c'est mais mon ça. scénario, il n'aurait pas passé. Exact. Il n'aurait pas passé. C'est pas le type de film qu'ils veulent avoir, eux autres. Mais c'est quand même questionnant de penser qu'aux États-Unis, tout de suite, tu as eu un distributeur. J'ai eu deux comme offres, ça. en fait. J'ai eu deux offres. Tu sais. Immédiatement. Fait comment ça marche? Tu as une offre, dans le fond, ils achètent ton film? Non, ce qu'ils font, c'est que eux, ils s'engagent à le distribuer et ils te donnent 70 des revenus. OK. Et ils gardent 30 OK. Tu as fait de l'argent avec ça? Je ne sais pas encore. Ah, OK, c'est ça. Je ne sais pas encore. J'attends mon premier rapport. Il est sorti au mois de septembre. J'attends mon premier bilan le 30 janvier. T'es confiant? Je pense pas récupérer mon argent, Ouais. mais j'aimerais quand même en récupérer une certaine partie parce que le marché en ce moment, il est extrêmement compétitif. Ah ouais, c'est clair. Tu sais, quand j'ai tourné de ça, j'en parlais aux gens sur le plateau. J'ai dit, écoute, si je récupère mon argent, c'est un miracle. Puis j'ai dit, même si je ne la récupère pas, j'ai dit, c'est pas grave. Je me serais fait plaisir. C'est clair. J'aurais sorti quelque chose, puis j'aurais peut-être bouclé la boucle là-dessus. Ouais. Puis un peu comme pour me racheter, entre guillemets, des premiers films que je faisais avec des pinottes, tu sais. Ouais. Alors je me suis dit, bien, au moins avec ça, peut-être que je rétablis une certaine crédibilité. Alors, je le faisais pour moi, mais en même temps, je me disais, tu sais, je me faisais pas d'illusions à savoir, tu sais, il y en a qui pensent que le petit film va leur apporter des millions, ils vont être comme le Blair Witch Project. Là. Ah, c'est ça. T'es cartésien comme quand tu analyses les espoirs. Cartésien là. surtout, Ouais. moi. Je suis cartésien surtout. Fait qu'il y a no regrets, là. Pas du tout. T'as eu un trip. Pas du tout. Même si je récupérais juste 20 Ouais. je me dirais, écoute, je l'ai fait, puis il a été... écoute, c'est polarisant. Hein? Il y en a qui ont adoré, il y en a qui ont moins aimé. Mais je vais aller voir ça, c'est sûr. Il y en a qui ont adoré, il y en a qui ont moins aimé. Ouais. Il y en a qui ont dit que c'était plein de rebondissements. Ouais. Puis il y en a qui ont dit, ben c'est ridicule, les rebondissements. Ouais. Bon, ben écoute, à un moment donné, c'est du entertainment. c'est de l'entertainment, Ouais. c'est ça. Good. tu sais. Ouais. Good. Écoute, on arrive à la fin de l'entrevue, Simon. J'ai une couple de questions pour toi Oui. par rapport au narratif sur Hockey 30. Je veux savoir ton avis là-dessus. OK? Si je te dis que Yourav Slakowski, il sort avec une serveuse du Fly Gin, puis qu'il boit pas, il n'y a pas de problème de drogue, mais que selon nos sources sûres à l'interne,
ça arrive souvent qu'il va là-bas et qu'il fait la fermeture du bar parce qu'il est comme jaloux que sa blonde, ça soit une serveuse. T'sais. Fait qu'il va se mettre au bar, il va attendre, puis à 4 h du matin, il va closer, il va partir avec. En quoi ça peut l'affecter au niveau de ses performances sur la glace ou à cet âge-là, que tu dormes, que tu dormes pas, ça n'a pas trop d'impact? Qu'est-ce que tu penses de ça? Premièrement, tu me connais, moi. Là, tu m'invites à commenter du hors-glace. OK. Moi, du hors-glace, OK. même si puis là, c'est pas une question de pas truster tes sources. Non. Exact. J'en entends des histoires, je suis dans le hockey junior, Ouais. j'en entends à la pelletée. Fait que ça, on reste dans le sportif. Puis je vais te, exemple, c'est ça. Restons dans le sportif. Logan Mayou, il n'est pas tout seul à avoir fait ce qu'il a fait. Non, ça, c'est ça. Ça, c'est sûr. Mais on va en venir à Logan Reste dans le Mayo. sportif. Tu vas me dire, mettons, un joueur X se couche tard. Ouais. Mais est-ce que ça, à 20 ans, là, est-ce Ouais. que ça peut vraiment l'affecter? Non. Parce que des fois, on a l'impression de voir Slafkovský, il a l'air fatigué sur la glace. Ben, écoute, tous les corps sont différents. Ouais. Mais souviens-toi de ça, c'est très connu, que Guy Lafleur sortait. Ouais, de mais façon- attends, c'était de le hockey dans le temps. Oui, là. mais Je veux dire, quand Guy même. Lafleur, il fumait des cigarettes avant Oui, de je rentrer le dans sais, le mais il truc, en demeure pas moins que du sommeil, c'est du sommeil. Ouais. Guy Lafleur, il ne dormait pas beaucoup. Non, c'est ça. Mais ça l'a rattrapé à 30 ans. Ouais. Tu sais, c'est ça que je veux dire. C'est C'est ça. Guy Lafleur, peut-être, il est peut-être devenu plus enclin aux blessures, il a péricliteux. Moi, j'ai suivi sa carrière de Guy Lafleur. Ça a été Puis- son mode de vie, peut-être qu'il a... Ben, peut-être qu'à un moment donné, je pense que le mode de vie de quelqu'un, peu importe là, dans le sport, dans n'importe quoi, ça va te rattraper à un moment donné. Ouais. Mais à 20 ans, non. Non. Je pense pas qu'un gars qui se couche à 3 heures du matin ou à 4 heures à tous les soirs ou presque va nécessairement être affecté en ce moment. Peut-être dans quelques années, oui. Oui. Mais encore là, pour moi, ça demeure du candiroton. Puis, Parfait. c'est ça. Excellent. Fait que si on reste dans le sportif, Ouais. Juraj Slafkovský va empocher 10 millions de dollars l'an prochain, va empocher 29 millions de dollars dans ces 3 prochaines années. Oui. Ça t'inquiète? Mais toi, t'es jamais inquiet parce que t'es pas un fan du Canadien, mais si t'étais Kent Hughes, Ouais. qui a donné ce contrat-là de 7,6 millions, tu serais On, inquiet? on va s'en tenir à ce que je vois sur la glace. Ouais. Je trouve que le contrat était donné peut-être un petit peu trop rapidement. Ouais. Oui. C'est sûr que les équipes, je ne les blâme pas, elles font un pari sur le joueur Ouais. et sur elles-mêmes. Dans le sens qu'elles se disent un an trop tôt, un an trop tard. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait si Slafkovský explose à 90 points sa dernière année de contrat? Là, il nous coûte 11 millions. Si on lui donne, c'est quoi le AAV, la moyenne? 7,8? 7,6. 7,6. 8 ans. Si 7,6, 8 ans, le plafond va monter. S'il fait 90 points, c'est une aubaine. Puis s'il en fait 60, c'est pas la fin du monde. Moi, j'aurais quand même attendu pour le contrat. Slafkovský, c'est un gars que j'ai toujours trouvé difficile à évaluer. Puis là, on parle d'un gars que j'avais quand même classé premier en 2022. Ah oui, tu voulais Oui, pas oui. Logan Cooley, toi? Ah, j'ai bien hésité, mais Ouais. à cause du physique. Ouais. Tu sais, comme tu vois, là, le Moses de physique. Aujourd'hui, tu prendrais Cooley, non? Moi, je prendrais Cooley maintenant. Ouais. Mais en 2022, j'étais pas parmi ceux qui criaient que le Canadien devait prendre Shane Wright. Non. ok. Et quand ils ont tranché Slafkovský, j'ai dit, ouais, bon choix. Considérant que l'année 2022, Pas un beau draft. il n'y avait pas de McDavid, Non. il n'y avait pas de Matthews, il n'y avait pas de Celebrini. C'était très difficile, hein? Puis j'avais même dit, quand tu choisis premier dans un repêchage comme ça, tu as 95 de chance de ne pas choisir le gars qui va être le meilleur. Alors, au moins, choisis un gars qui va te donner des bons services. Qui a des intangibles aussi avec Oui. son physique et tout ça. Fait que là, moi, je trouvais dur à évaluer. Aux Olympiques, il avait été très bon, mais les Olympiques, ça voulait dire quoi? Sean Farrell aussi a été très bon. Tu sais, dans la Ligue de Finlande, le style de jeu ne lui convenait pas du tout. Ensuite de ça, c'était un gars de 17 ans parmi une ligue d'adultes, donc il ne jouait pas des 20 minutes par match. Je savais pas comment l'évaluer, mais je m'étais basé un petit peu sur ce que j'avais vu dans les championnats juniors à 16 ans puis à 17 ans. Puis je trouvais que Slafkovský, bon, ça ne sera peut-être pas un gars de 90-100 points, mais je voyais peut-être un 70 points solide physiquement. Ce qui me gosse un peu en ce moment sur lui, je le trouve pas super solide sur patin. Ouais, il se retrouve tout le temps sur le derrière. Hein? Ouais. Ouais. Pour un gars de 6 pieds 4, puis aussi, il est quand même... Est-ce qu'il va prendre du poids à un moment donné? C'est quoi? Il y a un 6 pieds 4, 235, 240? Ouais. Faudrait pas qu'il monte à 250, 260. Non. Alors, j'ai mis réserve quant au fait que Slafkovský puisse devenir nécessairement une grande vedette. Il ne deviendra pas un Mikko Rantanen. là. Je pense pas.
Parlant de Rantanen, là, si je te dis qu'il s'en vient sur le marché des agents libres, là, à 14 millions, t'es Kent Hughes, il veut venir à Montréal parce que c'est un ami de Laney, là, hypothétiquement. Ouais. Tu dis oui ou non? Non. Non? Non, parce que Rantanen, évidemment, que ça ne nuit pas de jouer au Colorado pour sa production. Joueur que j'aime bien, mais puis qu'à son année de repêchage, j'étais là un grand fan. Ouais. Mais ce qui me fait un petit peu tiquer sur Rantanen, puis là, je le sais, les gens regardent le top 10 des compteurs, il est toujours là. Écoute, pour les poolers, là, c'est bien le fun, Rantanen. Ouais. Mais je trouve que c'est pas le gars le plus vaillant. OK. Alors, à 14 millions, non. 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 Puis il approche la trentaine. Il est né, il a été repêché en 2015, c'est un late, donc il est né en 96. Il doit avoir 28, 29 ans. Il va avoir 29 ans au début de la saison prochaine. Un 7 ans à 14 millions avec les joueurs que le Canadien va devoir payer. Demidov, Hudson, la réponse est non. Okay. Un Sam Bennett à 7 millions peut-être? Non, parce que Sam Bennett, c'est tout un joueur de série. Oui, c'est ça. Mais encore là, c'est des joueurs qui approchent la trentaine et souvent, c'est des contrats qui peuvent être corrects les 2 premières années. Mais après ça, tu te retrouves avec un cas à la Milan Lucic. Oui, c'est ça. Alors, je me méfie des joueurs d'énergie comme ça qui peuvent tomber très rapidement. Alors, la réponse est non. De toute façon, je ne pense pas que 2025, c'est l'été où le Canadien doit tenter le coup de circuit, tirer la gâchette, là, si on peut dire. Ouais. J'irais plus, moi, à 2026. Mais encore le 2026, ça dépend qui. Il va falloir que ce soit une genre de signature, là, comme les Blackhawks de Chicago avaient fait en 2009 quand ils étaient allés chercher Mariana. Ça, c'était le gars, le complément parfait. La forme physique, l'âge. Tu savais qu'il ne finirait peut-être pas son contrat, mais on ne lui avait pas donné un 12 ans ou quelque chose comme ça. À l'époque, on avait le droit. Puis là, on lui a trouvé une mystérieuse maladie de peau pour finir le contrat. Mais on savait ça te donnerait un 5-6 grosses années. Je pense que c'est un gars comme ça que le Canadien pourrait viser, mais il n'y en a pas beaucoup de disponibles. Non. Parce que maintenant, on le voit, les bons joueurs sont re-signés. Tu penses que McDavid va re-signer à Edmonton? J'ai l'impression. Ça va dépendre de ce qui va arriver. S'ils sont éliminés en première ronde les 2 prochaines années, je ne sais pas, mais lui, 1er juillet prochain, il est admissible à l'augmentation. Draisaitl a fixé quand même à 14 millions un genre de plancher. Il va avoir 16, lui. 16. C'est sûr que McDavid, il va être admissible à 20 Si le cap est à 100 millions, il est admissible à 20, mais il va peut-être prendre un 16 ou un 17 juste pour donner un petit peu de marge de manœuvre au club. Puis je dois te poser la question, Logan Mailloux. Oui. Ça va pas bien, là. On s'inquiète. Il va se faire échanger. Ben Mailloux, je l'ai jamais vu plus qu'un défenseur numéro 6 ou 7. Ça, je l'ai dit souvent. Ouais. Puis ça, t'as eu beaucoup de chaleur à cause de ça. Oui, à Tony Marinaro. Tony qui croit encore en Logan Mailloux, mais écoute, grand bien lui fasse. Parce que là, il n'est même pas sa première unité de powerplay à Laval. Il joue mal à Laval depuis quelques temps. Puis qu'est-ce qui va... Est-ce que tu le vois se faire échanger? Moi, je vois Logan Mailloux devenir monnaie d'échange. Ouais. Mais, personnellement, je l'avais dit ça l'année passée, je l'aurais échangé avant. Alors qu'il y avait une valeur plus élevée. Là, sa valeur, elle descend, là. C'est un peu le problème aussi. Kent Hughes, il a fait pas beaucoup d'erreurs, mais je pense que si on peut dire ses erreurs, il n'a pas profité d'échanger Josh Anderson quand sa valeur était au top. Puis là, une autre question, maintenant que j'ai été, puis que c'est rare qu'on a le Snake bois vert. Jake Evans, transaction ou signature? Transaction, ben oui. Oui, parce que le gars a la saison de sa carrière et c'est un genre de contrat à un joueur de soutien qui risque de regretter. C'est ça. Tu sais, s'il n'y avait pas de plafond salarial, là, je te dirais, signe, donne-y son 3,5 millions. Ouais. Mais avec un plafond salarial, chaque million que tu dépenses, plus tu deviens bon, comme le Canadien est en train de devenir, chaque million que tu dépenses, c'est crucial. Et c'est ce qui a tué les possibles dynasties. Il y en a qui disent les dynasties ne sont pas possibles parce que les vedettes gagnent 10 millions. Je pense que le vrai problème, c'est les mauvais contrats. C'est les 3, 4, 5 millions à des joueurs qui, normalement, devraient être remplacés par des recrues ou des joueurs de 2e, 3e année qui gagnent 900 000. Mais pour ça, ça te prend un recruteur-chef qui amène de l'eau au moulin. Ça te prend, et c'est pour ça que tu as besoin de choix au repêchage. Il y en a qui disent tu ne peux pas avoir trop de choix au repêchage, il y a juste 50 contrats. Non. Parce que
il y a une sélection naturelle qui se fait. Repêche 12-13 joueurs par année, va en chercher des choix de deuxième, tes choix de troisième, repêche-en. Parce que de toute façon, dans 2 ans, tu vas bien te rendre compte que la moitié de ce que tu as repêché ne fera pas la Ligue. C'est clair. Alors, donne-y pas de contrat. Alors, moi c'est une joke, là, maintenant, c'est un running gag, là, mais lancer des dards. Ouais. Moi, je lance des dards, lançant des dards. Ouais. Ouais. Alors, toujours avoir un pipeline qui est prêt à faire en sorte que tu n'es pas pogné, si on peut dire, à donner un montant absolument stratosphérique à Jake Evans. Ouais. Tu sais, Jake Evans, je te dis ça en passant, là, je ne serais pas surpris qu'une équipe cet été lui donne 6 ans, 4 millions. Ouch! Tu sais, là, comme on a donné à Andrew Copp, Ouais, et puis... ou genre Jean-Gabriel Pajot à Long Island, là, ils lui ont donné oui, 30 millions, puis 6 ans. qui avait pas mal plus de talent Ouais. offensif. Là. Catastrophique. Oui, puis ça n'a pas été un bon contrat. Écoute, Puis les tant mieux pour lui, là. Les joueurs 6 en caisse, moi, ça me fait plaisir que les joueurs en caisse. Ouais. C'est pas mon argent, puis les gars travaillent fort, puis, tu sais, je suis pro-joueur, moi, en général. Ouais. Mais, en tant que, mettons, gestionnaire de salon, ben, écoute, là, non. Jake Evans, moi, ça serait le 2 mars, bye-bye. Puis Lane Hudson, ça te donne-tu de la chair de poule qu'on dit qu'il va aller chercher un 8-9 millions par année? Non. Non? Non. Tu serais à l'aise, ça? Non, parce que, ben, à l'aise, c'est qu'à un moment donné, tu sais, on voit que le gars va peut-être se retrouver avec des statistiques à la Quinn News. Ouais. Tu sais, c'est pas une hérésie là, de croire que les Hudson, éventuellement, pourraient faire 80-90 points. Et ça se paye, ça. Ouais. Bon, alors oui, est-ce que il va grandir, puis il va grossir, il va faire 6 pieds 200 livres, puis il va dégager, faire le ménage fait? Non. Sauf qu'avec l'arrivée d'un gars comme Ranbacker, et puis peut-être éventuellement, tu sais, une meilleure équipe autour de lui, ben, peut-être qu'on va pouvoir gérer ses minutes de façon à éviter qu'il arrive des matchs comme il est arrivé contre Toronto. Ouais. Alors non, le 8-9 millions de Lane Hudson, ça ne va pas Tu faire. serais à l'aise. Ouais. Puis si je parle au Snake Boisvert, là, tes plans futurs, t'es quelqu'un de très cartésien? T'es-tu quelqu'un qui vit dans le moment présent ou qui se projette dans le futur? Bien, j'ai toujours des plans puis des idées pour le futur, mais je sais que souvent, il y a toutes sortes de circonstances positives et négatives qui font en sorte que tes plans peuvent changer. Ouais. OK. Dans le négatif, j'appelle ça la pluie de banane. Dans le positif, j'appelle ça le coup de chance. Ouais. Alors, oui, je vis dans le présent, mais en même temps, c'est sûr que je me dis, j'aimerais ça faire ça. Mais en même temps, je sais que 90% n'arrivera pas. Ouais. Puis il y a peut-être d'autres choses de bien qui vont arriver à la place. Ouais. Alors, je sais pas, tu voulais me demander quels sont mes plans futurs, c'est ça? Ouais, ben je veux dire, comme je l'ai dit au début de l'entrevue, quand je dis, j'exagère pas quand je dis que t'es le talk of the town. Là. C'est fou comme, le Snake Boisvert, il a dit quelque chose. Ouais. C'est comique, hein? C'est partout sur la toile. Partout dans. Comique. Puis, parce qu'il y a beaucoup de commentateurs, tu sais. Ouais, il y a beaucoup de commentateurs. Il y en a qui sont très bons. C'est Ouais. pour ça que... ouais. Puis les médias traditionnels, il y a un shift qui est en train de se faire dans les médias traditionnels. Ouais. Il y a les médias alternatifs. Puis là, tu as le Snake Boisvert qui est comme entre deux, parce qu'on ne te voit pas comme un journaliste traditionnel. Non. Mais t'es dans la gang maintenant, parce qu'on te voit avec Mathias Brunet et tout ça. Donc, t'es comme un pied agent libre, le Snake, indépendant, puis un pied dans les médias traditionnels. Fait que je t'avoue que moi, de l'extérieur, spectateur extérieur, je me demande vraiment qu'est-ce qui va se passer avec toi au niveau médiatique. Ben, écoute, moi, je vais te faire le scénario idéal. Ouais. Tu sais, comme il y a des gens, le scénario idéal, c'est de gagner le 649. Il y en a, c'est de marier la plus belle fille au monde. Tu sais, ça, c'est des scénarios idéaux. Bon, je vais y aller avec des scénarios. Mettons, idéalement, moi, c'est sûr que si quelqu'un m'offrait un poste de recruteur-chef dans la Ligue nationale, je saute dessus après-midi où est-ce que je signe. Ça, c'est sûr. Mais c'est peu probable. Mais ça, tu vas pas avoir autant de liberté, là, parce qu'un poste de recruteur, t'es je sais. Route, mais au moins, mais là, au moins, je réaliserais mon rêve de petit gars, tu sais. Alors ça, je le ferais quand même. Tu sais, j'ai 59 ans, je me disais, je préfère ça un 10 ans, tu sais. Bon. Mais ça, c'est des scénarios idéaux, là, dans ma tête. Un scénario, peut-être, que j'aimerais bien, puis que je serais j'aimerais vraiment ça, ça serait un poste de recruteur-chef dans la Ligue junior majeure du Québec. Alors moi, un directeur gérant qui a besoin d'un recruteur-chef dans la Q qui m'appellerait, ça te tente-tu, j'embarque dessus. Ouais. Ça, c'est sûr. Puis il y en a qui le savent déjà. Ouais, j'ai déjà fait part de ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Ouais.
Je sais pas. Mais ils ont leur raison, puis Fait que c'est bien plus... je respecte ça. C'est Bon. bien plus au niveau du recrutement que... Oui. Toi, les médias, c'est pour le fun, tout ça, mais comme ton rêve, c'est pas de te retrouver... d'avoir ton show d'espoir à la télé ou genre avoir ton... Mais j'en ai un show podcast. d'espoir, tu sais, avec Processus. Ouais, c'est puis J'en ai un. ce qui est plus écouté que tout ce qui est à la télé traditionnelle, en plus. Ben, en tout cas, Ouais. je connais pas les codes de la télé, mais c'est sûr que nous autres, on a des gros scores. Ouais. Alors, je suis très content de ça. Est-ce que ça pourrait être aussi une autre offre dans ce domaine-là? Oui, je suis ouvert. Tu me l'as demandé en Ouais. début de... Ouais. N'importe qui veut me proposer quelque chose, moi, je vais écouter. Ah, mais ça va venir. Ça, je le sais parce que, Ouais. comme je te dis, je parle à beaucoup de monde, puis Ouais. t'es là. Puis, Écoute, je suis prêt à écouter, là. Ouais. ouais. Puis ta vision des médias, Oui. en fait, écoute, pour moi, c'est vraiment un honneur que tu sois venu aujourd'hui. Puis, tu sais, quand il y a eu la possibilité que le Snake vienne sur Hockey 30, j'ai tout de suite pensé comme ouf. Est-ce que ça va poser problème avec Mathias Brunet? Parce qu'avec la presse, bon, il y a eu plusieurs articles sur Hockey 30 dans la presse de Alexandre Pratt, puis tout ça, puis on connaît un peu la tension entre Hockey 30 puis les journalistes de la presse. Mais tu es venu comme ça en disant, regarde, Mathias, c'est mon partner, mais tu sais, de toute façon, Mathias, je sais même pas s'il est au courant que tu sois venu, mais pour toi, t'as été, moi, je suis un électron libre, puis je viens, puis il n'y a pas de Oui, problème. puis de toute façon, on regarde le genre d'entrevue qu'on a fait. Ouais, c'est T'sais, intéressant, non? Tu m'as pas amené... tu m'as pas amené sur aucun terrain glissant. Non, tu m'as exact. pas... c'est une entrevue que j'aurais pu faire avec... c'est le genre de questions que n'importe qui m'aurait pu me poser. C'est intéressant. Alors moi j'ai aucun problème avec ça. Good. Mais c'est ça. Alors ça, on verra. Et évidemment, j'aurais pas haï ça faire un autre film. Pardon? J'aurais pas haï ça faire un autre film. Ah, good. Ben, Ouais. rien Alors, n'était possible. s'il y a moyen d'avoir du cofinancement, mettons, moi, je suis toujours... Ah ouais, let's go. Regardez Charles Tango, dites-moi ce que vous en pensez, puis s'il y en a qui veulent embarquer, moi, je suis encore prêt à ça. Ah, mais Alors ça serait... C'est mon monde idéal, ça. Ouais. Ouais. Mais t'es un gars heureux, là. Je veux Oui. dire, Oui. moi, ce que je sens aujourd'hui, c'est un gars heureux Oui. qui est à l'aise, qui n'a pas de regrets, qui accepte genre le destin de la Oui. vie. Puis, Oui. Oui. Ah, Oui, parce qu'il y avait des choses... Tu contrôles beaucoup de choses, Ouais. mais il y a des choses que tu ne contrôles pas. Et puis des fois, il y a des belles circonstances qui se passent. Il y en a des moins bonnes. Alors, moi, je me dis, tu fais tout en ton possible pour que ta vie aille le mieux possible. Mais si ça marche point... Tu sais, c'était pas... ma mère me disait ça quand j'étais petit. Rudyard R. Kipling, celui qui a écrit le livre de la jungle. uh-huh. Il avait dit, si tu sais prendre victoire et défaite du même front, tu seras un homme. Elle m'avait dit ça, je pense que j'avais 5 ans. Wow. Puis je m'étais toujours souvenu de cette phrase-là, C'est beau, que tu es populaire, dis-toi que ça peut être éphémère, on t'envoie promener, ben dis-toi que dans le fond, les gens ne te connaissent pas personnellement, puis c'est pas la fin du monde, parce que ce qui compte, tu sais, moi j'ai beaucoup d'amis que je connais depuis le primaire, secondaire, tu sais, des amis de 40-50 ans, puis tu sais, j'ai une bonne vie familiale, et avec mes parents, puis j'ai une blonde, et puis, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de... Tu sais, je réussis à compartimenter tout ça. Ah, ben, Mais on a du fun, c'est tout ce qui compte. Bien oui, puis écoute, je fais une prédiction, puis elle n'est pas bonne. Ben écoute, Hockey 30 me ramassera, comme ils ont fait il y a quelques années. Non, La seule affaire qui est plate, par exemple, c'est quand je sors une liste, personne n'a vu jouer les joueurs. Les joueurs n'ont pas joué dans la NHL, puis là, on écrit « Quelle liste ridicule! » Ouais. Mais il y a aussi les mauvais commentaires, je pense que ça, c'est humain. Les mauvais commentaires vont souvent être plus enregistrés par la personne que les bons commentaires, tu sais. Tu sais, quand je te dis qu'un de nos articles les plus lus, ça fait déjà une couple d'années, c'est qu'on a fait de la pétition. L'affaire de la pétition qu'on voulait le Snake Boisvert à la place de Trevor Timmins. Je me rappelle de ça. Fait que, mais je te remercie beaucoup, Simon, pour vrai. Merci merci d'avoir pour pris le l'invitation. temps. J'ai adoré notre temps, puis je suis sûr que l'avenir est radieux pour toi. T'es devenu numéro 1. Quand on pense à Espoir au Québec, on pense au Snake. Fait que, peux-tu me permettre une chose? Ouais. Ah, puis je veux savoir aussi, tu me fais penser. Vas-y. Quand ESPN a commencé en 1980 à diffuser le repêchage de la NFL, les gens trouvaient ça ridicule. Un repêchage à la télévision, tu sais. Finalement, c'est une liste de noms que tu peux regarder dans le journal le lendemain. Ouais. Et il y avait à l'époque un dénommé Mel Kiper Jr.
qui vendait à ce moment-là, sur les campus d'université, il vendait ses évaluations des joueurs admissibles au repêchage. Et à un moment donné, il avait proposé ses services à ESPN, et ESPN l'a embauché il y a 40 ans. Wow. Et pour des pinottes, là, tu sais, je veux dire, le repêchage de la NFL, c'était rien. Ah ouais. Et 40 ans plus tard, Mel Kiper Jr. est encore là. Et je me souviens que quand j'étais sur le blog de Mathias vers 2010, j'avais écrit, j'ai dit, tu sais, je suis frondeur, puis je donnais un show sur le blog. Puis j'avais écrit, j'ai dit un jour, j'ai dit, je vais être le Mel Kiper Jr. du repêchage de la Ligue nationale au Québec. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Écoute, Mel Kiper, c'est une institution, mais c'était drôle parce que j'avais pensé à devenir justement un gars qui serait une genre de référence avant le draft. Ah, on peut dire que tu es devenu une référence, parce que la liste du Snake, tout le monde l'attend. Mais là, il y a beaucoup de listes qui sortent. Ouais, mais... Il y en a qui suivent ça. Là. Il y en a des podcasts. Là. Oui, je sais, mais comme je veux dire, la liste du Snake, on l'attend tous. J'ose espérer qu'elle va être en primeur sur Processus. Elle va être en primeur sur Processus, probablement la première semaine de juin. Parce que moi, j'assiste à la Coupe Mémorial cette année, en espérant qu'il y ait plusieurs bons joueurs qui soient là, plusieurs joueurs admissibles au repêchage. Et le lendemain de la Coupe Mémorial, je le publie. Puis le Snake, là, on est en overtime. Là, c'est parce que j'en profite. Le Snake. Pourquoi le Snake? Ah, ça, quand j'avais embarqué sur le blog de Mathias, ça prenait un nickname. Ouais. Et puis, j'avais été surpris. Moi, je pensais que je pouvais écrire mon nom, mais ça ne marchait pas comme ça. Okay. Puis là, vite, moi, je voulais commenter. Puis j'ai dit, ouais, OK. Snake, ça sonne bien. Ah ouais, OK. C'est un peu venimeux, c'est un peu... Snake, ça sonne bien. Ça n'a pas de rapport avec des lutteurs, ça n'a pas de rapport avec rien de ça. Ça tient bien, man. Ouais, Snake. Ben, tu sais, j'avais toutes sortes d'idées. J'ai dit, je vais-tu avec des affaires genre... tu sais, des choses peut-être un petit peu plus croustillantes, mais j'ai dit non. J'ai dit, on va y aller avec du Snake. Ouais, puis c'est devenu ta marque de commerce. Je pense que oui. Ouais, c'est bon, c'est bon. Je pense que oui, ça se dit bien. Parce que Mathias... Les gens m'abordent dans le public. Salut, le Snake. Ouais, tu sais, j'ai 59 ans, il y a des gens de 30 ans qui m'abordent. Mais moi, j'aime ça. C'est un brand. J'aime ça. Il y en a qui disent, est-ce qu'on peut vous tutoyer? Ben, c'est sûr. Ouais, on parle de hockey, là. C'est clair. C'est rendu un brand, parce que c'est vrai que c'est drôle. T'es Snake. Ah oui. Puis Mathias, il est plus doux, si je disais. Ouais, il me ramasse quand même. Après ça. Il me pique. Ouais. Ah, il me pique. Puis quand je dis des fois que ces textos m'exaspèrent, là, ces textos m'exaspèrent. Ah ouais, hein? Comme hier, on textait sur... quand j'ai expliqué la fameuse histoire que le Canadien aurait de la difficulté parce que tous les clubs qui sont dans le mix avec eux jouent l'un contre l'autre. Ouais. Il y a des matchs de 3 points. Boston-Columbus. Boston-Ottawa. Boston-Ottawa, Rangers-Columbus. Fait que vers 6h30, je le texte, j'ai dit Ottawa égalise avec quelques secondes à jouer. J'ai dit, garde, un autre 3 points. Fait qu'il me répond, puis, t'es content? J'ai dit oui. Parce que c'est un fan, Mathias, dans le fond. C'est un fan du Canadien. Il peut pas trop le dire parce que c'est un journaliste. Non, mais il aime le Canadien. Ouais. Il aime le Canadien. Alors, c'est correct. Ouais. Puis alors alors que moi, tu sais, j'analyse ça autrement. Moi, pour moi, ça prenait un autre choix top 5 en 2025. Là, après ça, en 2026, tu progresses. Mais là, tout le monde est content cette année que ça... Mais il n'est jamais trop tard. Je veux dire, le Canadien va bien, mais on est à la moitié de l'année. Ouais, top 5, à moins de gagner à la loterie, ça m'étonnerait. Mais c'est sûr que s'ils ont 3-4 matchs collés comme ils ont joué contre Toronto, c'est sûr que ça n'aidera pas. Mais je pense pas que le Canadien se retrouve top 5. Sans me dire ta liste, sans me dire ta liste top 15... un gars que nous, on aime beaucoup sur Hockey 30, là. On n'a pas la prétention de ce qu'on voit, puis les highlights qu'on voit autour du 14-15e rang, Carter Bear. Tu penses qu'il va être là ou il va être pris avant? Ben, j'en ai parlé dans le processus. Ah ouais? Au mois de septembre, octobre. Okay. Fait que c'est un gars que t'aimes. Ben oui. Ah, okay, ben oui. Lui, c'est un gars que je vois surperformer son rang de repêchage. Okay. Moi, c'est autant comme je vois un gars comme Lev Shunov sous-performer son rang de repêchage. Ouais. Moi, c'est toujours le value pick. Ouais. Tu sais, ça ne veut pas dire que Levchunov ne sera pas bon, puis ça ne veut pas dire que Carter Bear va être une grande étoile. Ouais. Mais l'idée, c'est que je crois que Carter Bear va être sélectionné à un rang qui va être trop bas pour son apport dans la LNH. Pour le moment, ma Carter Bear, je te dirais qu'il est probablement dans mon top 6-7. Wow! Ouais. OK. Bon, sur ça, on arrête. Je veux pas que tu t'en dises trop. Là. Je vais te laisser la primaire en processus. Merci beaucoup, Simon. Ça m'a fait plaisir, David.